Bonsoir à tous, bienvenue pour cette séance de cours de bioéthique en ligne. Je suis très heureux de vous accueillir très nombreux ce soir. On va pas faire le tour de connaissances, on aura l'occasion une autre fois. Euh, il y a beaucoup qui viennent nous rejoindre ce soir pour cette intervention de Maître Mikovic. J'en parlerai tout à l'heure. Juste pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je me permets quand même de me présenter rapidement et présenter ce cycle de conférences afin que vous sachiez un petit peu le cadre de l'intervention de Maître Mekovic ce soir. Donc, je suis Maroun Badr, bon, vous l'entendez avec mon prénom et mon nom, je suis d'origine libanaise, franco-libanais, et je suis curé de la paroisse des Isambres dans le Var. Et là, je viens de finir ma thèse de doctorat en bioéthique que je soutiens en mois de juillet. Je travaille principalement sur la question de la planification familiale, la liberté de la femme dans la planification familiale et dans le contexte du développement durable. J'ai initié ce cours il y a 3 ans avec le Covid et depuis, voilà, on a continué sans arrêt, sauf la période d'été. Donc, on a 9 séances par an et à chaque fois, non, il y a un intervenant qui vient de l'extérieur. Sinon, je donnais moi-même les conférences. Donc ce soir, je suis très heureux d'accueillir parmi nous Maître Aude Mikovic, qui est maître de conférence en droit privé et porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance. Elle est spécialisée en bioéthique et droit de la famille et elle est également l'auteur notamment de 2 livres qui s'intitulent le premier, PMA, un enjeu de société, qui est paru chez Artege en 2018. Et l'autre, le second, c'est PMA-GPA, Quel respect pour les droits de l'enfant, paru chez Teki en 2016. Maître, je suis très content que vous soyez parmi nous ce soir, très honoré et très heureux que vous ayez accepté cette invitation. Je vous laisse, avant de vous laisser la parole, donc je vais vous donner quelques indications techniques et rapides. Donc la première, je rappelle, si vous avez les micros activés, de les désactiver pour éviter les nuisances sonores entre nous tous ensemble. La partie des questions et des réponses sera à la fin de l'intervention. Si jamais vous avez quelque chose d'urgent, soit vous levez la main, j'essaierai d'arrêter à un moment donné, maître, pour qu'elle vous réponde, soit vous pouvez écrire sur le chat les questions, après on va les transmettre. Comme ça pourra un petit peu gérer l'intervention d'une façon paisible, tout en laissant de la place à maître Mikovic. Je vous laisse la parole, madame. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation et merci à vous tous qui êtes derrière vos écrans. Alors, nous sommes réunis ce soir pour réfléchir ensemble à cette question de la procréation et de la marchandisation du vivant. Donc, je limiterai mon propos à la marchandisation du vivant humain, de l'homme. Et d'abord, expliquons un petit peu de quoi est-ce que nous parlons. Il y a deux aspects dans cette marchandisation de l'humain. Le premier aspect, enfin, deux aspects pour qu'on puisse parler de marchandisation de l'humain. D'abord, la marchandisation suppose de réduire l'homme à un objet. Pour en faire une marchandise, il faut la réification de l'homme, sa réduction à un objet. Alors, précisons d'entrée de jeu une chose importante, il ne s'agit pas nécessairement de le faire volontairement, de façon consciente, de se dire, je ne reconnais pas l'humanité de cet être, pour moi c'est un objet et je vais le traiter comme tel. Ça, c'est vraiment extrêmement rare. Il suffit que l'humain soit traité comme un objet pour qu'il soit de fait réifié. Et, et peu importe l'intention, peu importe les motivations. Donc, rappelons que la dignité de l'homme, qui fait de lui l'inverse d'un objet, précisément, cette dignité, elle est intrinsèque à la nature humaine. Personne n'attribue la dignité, personne ne peut la retirer. Donc, même si je poursuivais ce cheminement intellectuel, conscient, pour nier la dignité d'un être, donc l'humanité de tel ou tel de mes semblables, pour délibérément ne voir en lui qu'un objet, eh ben, ça ne changera rien à ce qu'il est. Hein. Ça ne fera pas de lui, de fait, un objet. Donc personne n'a le pouvoir de changer la nature de l'être humain, de changer la personne qu'il est en objet, en chose, en marchandise. Ce qui est possible, c'est de traiter l'être humain conformément à ce qu'il est, sa nature, ou pas.
Voilà, et donc on peut traiter un être humain comme un objet, et c'est de cela dont nous parlons. C'est ça le premier aspect de la marchandisation. Donc, comme je disais, très souvent, ce n'est pas conscient. Les personnes qui recourent à la gestation pour autrui, la GPA, n'ont pas l'intention de traiter l'enfant comme un objet. Au contraire, elles n'ont à l'intention de l'enfant que de très bonnes intentions, de l'amour à lui donner. Donc, elles n'ont pas l'intention de traiter l'enfant comme un objet, elles n'ont même pas conscience de le faire, et pourtant, la réalité du contrat de gestation pour autrui, c'est qu'il emporte la disposition de la personne d'un enfant, comme on y reviendra, ce qui consiste à le traiter comme un objet. Il est bel et bien l'objet d'un contrat. De la même manière, les personnes qui recourent à la fécondation in vitro avec congélation d'embryons n'ont ni la volonté, ni même la conscience d'un traitement peu compatible avec la dignité humaine de l'embryon, de le considérer comme un objet, un moyen de réaliser leur désir. Et pourtant, est-ce que ça n'est pas ce qui se passe? Les embryons sont conçus déjà in vitro, ils sont congelés, le développement de ces petits individus est suspendu dans le temps, parfois pendant très longtemps. Il y a quelques années, on a eu un fait divers qui avait un petit peu défrayé la chronique aux États-Unis d'un embryon qui était né après 25 ans de congélation. Donc, les embryons leur développement est suspendu dans le temps, dans l'attente des besoins de leurs auteurs. Donc, ils sont vraiment des moyens de réaliser un projet. Leur naissance sera différée pour correspondre à ce projet et ils seront détruits si finalement on n'en a plus besoin pour réaliser le projet en question. Donc, il n'y a pas l'intention, bien sûr, de les traiter comme des objets. Il n'y a même pas la conscience de le faire, du moins lorsque les décisions sont prises. Parce qu'en revanche, on a quand même de nombreux témoignages de personnes qui, une fois la situation constituée, donc une fois qu'ils se retrouvent en présence d'embryons congelés, eh bien, sont dans l'embarras pour prendre une décision à leur sujet, parce que justement, ils réalisent combien est-ce que la situation est décalée par rapport à la nature de l'embryon en question. Mais au moment où on prend la décision, la souffrance de la situation, le désir d'enfant, tout ça occulte la réalité, hein, de la pratique. Et donc, il n'y a pas la volonté, ni même la conscience. Bon, donc, la marchandisation de l'humain suppose, premier point, cette réification de traiter de fait l'individu comme s'il était un objet, en contrariété avec son statut de personne, sa dignité. Mais ça ne suffit pas pour qu'on puisse parler de marchandisation, parce que la marchandisation évoque l'idée d'un marché. Autrement dit, la marchandisation ne résulte pas de quelques actes individuels isolés. La marchandisation suppose un système à l'échelon de la société. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde est consommateur, est acteur de ce marché, mais il faut un minimum de système. Donc, entre particuliers, des actes individuels peuvent être désordonnés, égoïstes, porter atteinte à la dignité d'autrui, emporter la réification d'autrui, c'est possible, hein. On peut acheter un enfant sur internet, on peut vendre ou acheter des gamètes, des embryons, tout ça est possible. Donc il s'agit de bricolage sans doute désordonné ou même carrément de délit ou de crime du point de vue de la loi pénale, mais tant qu'il s'agit de ces comportements individuels le plus souvent illégaux, on reste dans un schéma un petit peu artisanal et je ne parlerai pas de marché, de marchandisation de l'humain. On passe à la marchandisation, me semble-t-il, dès lors que des acteurs économiques entrent en jeu. Et en France, la présence de ces acteurs économiques est plus discrète qu'ailleurs et plus, du coup, difficile à cerner pour deux raisons principales. D'abord parce qu'en France, la gestation pour autrui est illicite. Donc, il n'y a pas de marché officiel de la GPA. Même lorsqu'on recourt à la GPA, c'est dans l'immense majorité des cas à l'étranger. Donc, certes, le marché vient à nous sous la forme d'offres, mais enfin, l'activité elle-même se pratique à l'étranger, donc elle est moins visible, moins perceptible. Et puis, en ce qui concerne la PMA, la procréation médicalement assistée, eh bien, le marché, cette fois-ci, la PMA existe en France, hein, elle est organisée par la loi, mais le marché est peu perceptible parce que entre les acteurs économiques et la clientèle, il y a l'écran de l'assurance maladie, des mutuelles.
Et cet écran, ces structures entretiennent une sorte d'écran de fumée pour dissimuler le marché qui existe déjà et qui se développe pourtant. Donc, c'est difficile de se considérer comme consommateur d'un marché quand on a affaire à une blouse blanche, qu'on sort sa carte vitale et qu'on est pris en charge par l'assurance maladie, hein. Donc, le marché est moins directement perceptible. Tout simplement parce que déjà, on ne sort pas son carnet de chèques, hein, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Donc, voilà, on ne manipule même plus d'argent. Mais comme je le disais, ce marché existe pourtant, je vais le montrer tout à l'heure, et il se développe et il est loin d'être saturé. Il est en pleine expansion et beaucoup de personnes, enfin en tout cas des personnes, aimeraient développer encore ce marché et rapatrier en France les profits des cliniques de la fertilité qui se développent un petit peu partout dans le monde. Parce que en France, il y a déjà de fait un certain marché de la PMA, mais enfin, qui est quand même assez contenu par la loi. Alors, en France, le marché de la procréation est un petit peu camouflé, mais il existe déjà. Et ce marché est très prometteur parce que, pour plusieurs raisons, mais déjà une raison, c'est que dans ce marché, l'humain est à la fois le consommateur et la matière première. Donc, on a vraiment affaire à un marché illimité. Dans un contexte global d'épuisement à court, moyen ou long terme des ressources, des matières premières, eh bien, l'humain est une matière première inépuisable. Les gamètes, les cellules de ceci ou cela, le sang, les organes, les embryons, même les candidates pour être mères porteuses, tout ça, ce sont des producteurs inépuisables. Et puis, sur le marché de l'humain, sur le marché de la procréation, la clientèle se renouvelle en permanence parce que chaque génération qui arrive est demandeuse, hein. Donc, les candidats même se renouvellent chaque année. Chaque année promeut une nouvelle génération de clients potentiels. Bon, en outre, la clientèle s'accroît parce que les conditions de vie favorisent le marché. Nos conditions de vie entraînent une hausse de l'infertilité. Et plutôt que de chercher à guérir l'infertilité, soit en développant la recherche, soit en modifiant nos habitudes de vie, eh bien, on développe la PMA. Voilà, alors, comme je le disais, ce marché est loin d'être saturé, hein, on est loin d'être au bout. Et tant qu'on n'est pas passé à la PMA et à la GPA généralisée, sans la moindre obstacle, sans la moindre condition, eh bien, ce marché n'est pas épuisé. Donc, la procréation, c'est un domaine dans lequel la marchandisation de l'humain est non seulement un risque, mais est déjà à l'œuvre, mais ce n'est pas le seul, hein. La marchandisation ne se limite pas à la procréation. La marchandisation, c'est un petit peu le problème de la médecine actuelle. Et de façon un petit peu schématique, pour simplifier le propos, on peut dire que autrefois, les soins étaient délivrés par les ordres religieux ou des médecins qui n'étaient pas rémunérés, hein. C'est pour ça qu'on parle encore aujourd'hui d'honoraires. La dignité de la profession interdisait aux médecins d'être rémunérés et ils étaient remerciés, honorés par ce qu'ils pouvaient. Alors de tout temps, il a bien dû exister des médecins intéressés qui ne se déplaçaient pas s'ils n'étaient pas rémunérés, mais peu importe, ça c'est pas le sujet. En tout cas, le système était celui-ci, hein, donc les soins étaient gratuits. Ensuite, l'État a pris le relais par la dispensation des soins, notamment à l'hôpital public, et maintenant, l'État laisse les acteurs économiques entrer sur le marché. C'est encore, dans une certaine mesure, l'objet d'un bras de fer, et on l'a bien vu lors du dernier débat bioéthique, hein, qui a donné lieu à la loi du 2 août 2021, dernière révision de la loi de bioéthique. Les établissements privés à but lucratif ont fait du forcing pour récupérer des prestations qu'ils facturent ensuite à l'assurance maladie, notamment le recueil et la conservation des embryons. Donc, on laisse les acteurs économiques entrer dans le système de soins et le résultat, couplé avec le problème du déficit chronique de l'assurance maladie et le besoin donc de faire des économies, eh bien, c'est le développement des soins rentables, qui ne sont pas nécessairement les plus nécessaires et pas forcément ceux qui permettent de soigner les gens. Concrètement, les maladies rares sont les parents pauvres de la recherche, car ce n'est pas assez rentable, il n'y a pas assez de retour sur investissement. Et donc la marchandisation, hein, c'est un problème qui concerne la médecine en général et surtout les domaines dans lesquels les «soins» entre guillemets ne consistent précisément pas à soigner, mais à fournir une prestation.
Donc la PMA ne soigne pas l'infertilité, hein, elle la contourne. On pourrait prendre d'autres exemples dans d'autres domaines, hein, la question des soins, entre guillemets, de réassignation sexuelle dans le contexte de la transidentité. Bon, je m'en tiens aujourd'hui à la question de la procréation qui suffira largement à occuper notre soirée, hein, mais en fait, on voit que cette question du marché, notamment dans le cadre de la médecine, est un problème global. Alors, donc en France, le marché est moins visible qu'ailleurs, comme je l'ai dit, et en plus, par rapport à d'autres pays, le marché est plutôt moins développé parce qu'il y a des verrous, il y a des freins, des cadres légaux qui contiennent ce marché. Mais on constate aisément que les réformes successives ont pour objet et pour effet de faire sauter ces verrous les uns après les autres, de libérer le marché progressivement. Donc, la loi en matière de procréation, on en a eu un exemple vraiment révélateur avec la dernière loi que j'ai déjà évoquée, la loi de 2021, qui a fait sauter ce que l'on appelait le verrou thérapeutique en matière de PMA. C'est-à-dire que jusqu'en 2021, la PMA avait pour but de compenser une infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée. Et ce verrou thérapeutique a été levé par la loi et depuis 2021, la PMA a pour objet de réaliser un projet parental. Donc, ont accès à la PMA, eh bien, tout le monde, hein, toute personne qui désire réaliser un projet, donc les femmes célibataires, les couples de femmes, les couples hommes-femmes infertiles, mais aussi les couples hommes-femmes fertiles qui, soyons clairs, sont sont numériquement les plus nombreux et ce sont eux la véritable cible du marché. Ce pas les publics quand même assez restreints des couples de femmes ou des femmes célibataires. Encore que ce public peut s'accroître, mais c'est clair que la cible ultime, ce sont les couples hommes-femmes fertiles qui sont quand même les plus nombreux. On y reviendra. Bon, mais même si ce verrou thérapeutique a sauté en 2021, il reste encore de nombreuses limites légales. Et on a maintenant vu la PMA post-mortem, donc avec les gamètes de personnes défuntes, la PMA pour les personnes dites trans, donc qui veulent procréer qui sont référencées à l'état civil dans un sexe, mais qui veulent procréer avec leurs gamètes de leur sexe de naissance, de leur sexe biologique. On a la question de la rémunération des donneurs, la question de la sélection des embryons sur des critères plus larges que ceux qui existent actuellement, la fabrication, pourquoi pas, de gamètes artificielles, de gamètes à partir de cellules souches du corps, etc. Donc, il y a encore des freins qui existent, mais qui sont levés les uns après les autres. Alors, quelques mots pour expliquer concrètement cette marchandisation en matière de procréation, pour repérer en quoi est-ce qu'elle consiste et avec l'objectif d'y remédier. Que ce soit clair, le propos de cette soirée n'a absolument pas pour but de déprimer qui que ce soit ou de se dire « Ah, quelle horreur, nous vivons dans un monde de marchands dans lequel l'humain est une marchandise. » Oui, peut-être c'est un fait, mais enfin, tout cela n'a rien de définitif et chacun d'entre nous euh, reste libre de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions et d'assumer les responsabilités qui vont avec. Donc, ce n'est pas parce que la loi organise, permet ceci ou cela que nous sommes chacun obligés de le faire. Et donc, d'où l'intérêt hein, de réfléchir sur toutes ces technologies qui nous sont proposées, parce que si la loi met des limites, bon bah, elle nous simplifie d'une certaine manière la prise de décision, mais lorsque la loi ouvre progressivement le champ des possibles, eh ben, le champ de la responsabilité individuelle s'accroît, puisque c'est à chacun hein, de prendre ses propres décisions. Donc le but de ce propos, c'est d'aider chacun au discernement et qu'il puisse ensuite aider les autres pour que chacun puisse prendre ses décisions au minimum en connaissance de cause. Alors, je commence par la PMA et je dirai ensuite quelques mots de la GPA. Donc, la procréation médicalement assistée, je vais peut-être en 2 mots quand même rappeler de ce dont il s'agit. C'est l'ensemble des techniques qui organisent la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Et je parle essentiellement de 2 techniques. C'est l'insémination artificielle d'une femme
par les gamètes de son conjoint ou concubin ou par les gamètes d'un donneur, et la fécondation in vitro, qui consiste dans l'organisation de la rencontre des gamètes, ovules et spermatozoïdes en laboratoire, donc les gamètes du couple demandeur ou les gamètes de donneur, et les embryons ainsi obtenus étant ensuite transférés dans l'utérus de la femme en vue de leur naissance. Et dans ce processus, on peut parfois, souvent, fabriquer des embryons en surnombre pour optimiser les chances d'aboutir à une naissance. Et donc, les embryons en surnombre sont congelés, on les appelle les embryons surnuméraires, et ils sont gardés en réserve pour pouvoir justement procéder à de nouvelles tentatives d'implantation. Alors, la procréation, donc la PMA, c'est un domaine qui est particulièrement exposé au risque de marchandisation. D'ailleurs, on parle de procréation médicalement assistée. Bon, le terme légal, en réalité, est assistance médicale à la procréation, l'AMP. Enfin, on vise exactement les mêmes choses. Donc, j'emploie plutôt le terme de PMA, qui est plus connu du grand public. Donc, on parle de procréation médicalement assistée, mais de plus en plus, on se demande ce qu'il reste de médicalement, de médical. Tiens, à part la blouse blanche de celui qui instrumente, la question est de moins en moins médicale. Et notamment, cet abandon du caractère médical est particulièrement visible dans la PMA pour les femmes célibataires ou les couples de femmes, puisque la PMA consiste à inséminer des femmes fertiles avec le sperme de donneurs fertiles. Donc, comme dit Jacques Testard, qui, je le rappelle, est l'un des deux, avec René Friedman, des deux médecins qui sont à l'origine des premières fécondations in vitro en France, dit inséminer une femme fertile par un donneur fertile, c'est à la portée du premier venu. Il n'y a pas besoin de faire des études de médecine pour ça. Voilà, donc c'est vrai que le caractère médical, en réalité, demeure dans le terme légal, mais il est de plus en plus effacé. Et d'ailleurs, les Québécois, eux, visent directement la procréation assistée, tout court. Ils ont abandonné le terme médical. Et d'ailleurs, le terme exact serait plutôt procréation technologique. On parle maintenant de procréatique. Alors, jusqu'à présent, on a eu des débats de bioéthique assez régulièrement, et notamment le dernier donc, qui a donné lieu à la loi 2021, qui est quand même déjà un petit peu loin de nous. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on discute toujours de bioéthique, quand il y a un débat parlementaire à venir ou en cours. Et c'est très bien, mais quelque part, c'est dommage, parce que du coup, le débat est accaparé par le point qui est en débat, en discussion. Et on n'a jamais de débat sur la PMA en général, en soi. Donc, puisque nous n'avons pas de débat parlementaire en cours, eh bien, profitons-en pour réfléchir sur la PMA en elle-même, en général, quelles que soient ses modalités, quels que soient ses demandeurs. Donc, je ne parle pas ici de la PMA pour les femmes célibataires, ou de la PMA avec donneur, ou de la PMA avec congélation d'embryon. On va partir de la PMA tout court. Et pour réaliser la situation, eh bien, déjà, il faut comprendre que le marché de la PMA n'a pas commencé avec la loi de 2021. Il est bien plus ancien. Et pour soutenir et pour avoir le plan de notre discussion, je vais m'aider d'un petit texte qui est un extrait du rapport du Conseil d'État rendu en 2018, justement en vue de cette révision de la loi de bioéthique qui a donné l'état de la loi actuelle, le cadre dans lequel nous discutons. D'ailleurs, puisque je parle du cadre légal, peut-être qu'il n'est pas inutile de rappeler, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la PMA vise à réaliser un projet parental, et donc qu'ont aujourd'hui légalement accès à la PMA en France les couples hommes-femmes fertiles ou infertiles, les couples de femmes, les femmes célibataires. Donc, pas les hommes, puisque la GPA, elle, est illicite. Donc, je m'aide de ce texte du Conseil d'État. Donc, je cite. Alors, le rapport, il s'appelle comment? Il s'appelle Révision de la loi de bioéthique, quelles options pour demain? Et je suis à la page 44, si quelqu'un veut aller voir la source. Donc, le Conseil d'État commence de cette manière. En permettant de s'affranchir du cadre naturel de la conception, ces techniques ont d'emblée soulevé d'épineuses questions éthiques. En dissociant sexualité et procréation. Donc, je m'arrête là. On continuera après. En permettant de s'affranchir du cadre naturel de la conception,
en dissociant sexualité et procréation. Et c'est très intéressant parce que, en effet, c'est là le principe de la PMA, de toutes les PMA. Dissocier la procréation de l'union des personnes, concrètement de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Donc la PMA organise la dissociation de la procréation et de la sexualité, encore une fois, quels que soient les demandeurs, quelles que soient les modalités. Et c'est sur ce point-là que je voudrais m'arrêter maintenant. Comme le dit le Conseil d'État, ces techniques ont d'emblée soulevé d'épineuses questions éthiques. Voilà, c'est que c'est ça, c'est le principe de la PMA qui, d'entrée de jeu, pose à lui tout seul des questions éthiques. Et de quelle manière? Je continue la lecture de ce petit texte, de cet extrait du rapport du Conseil d'État. Donc, en dissociant sexualité et procréation et en faisant de l'enfant le produit de technologies scientifiques, n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation? Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est cette question, enfin, ce constat plutôt, en faisant de l'enfant le produit de technologies scientifiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Et nous sommes là au cœur du sujet de la réification. L'enfant est le produit de technologies scientifiques. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réification de l'homme, eh bien, c'est la première partie de cette marchandisation. Et la réification de l'homme fait partie intégrante de la PMA. Elle découle du principe même de la PMA, de cette dissociation entre sexualité et procréation. Parce qu'on passe de la procréation humaine à la production technologique de l'humain. Et on peut poser la question, est-ce que cette production technologique de l'humain est un mode de fabrication qui est compatible avec la dignité humaine? Et la question se pose dès lors que cette dissociation entre sexualité et faux procréation fait de l'enfant le produit de technologies scientifiques. L'enfant est un produit. Évidemment, encore une fois, ça n'est pas voulu en tant que tel. Les personnes qui recourent à la PMA n'ont absolument pas l'intention, la volonté de faire de l'enfant le produit de quoi que ce soit. Mais c'est un fait qui est accepté, qui est concédé comme un moyen inévitable pour réaliser le désir d'enfant. Alors, le Conseil d'État pose la question, donc en faisant de l'enfant le produit de technologies scientifiques, n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation? Bah si, d'ailleurs on le constate. À chaque fois, à chaque échéance, la PMA est revendiquée par de plus en plus de personnes et même en dehors des débats parlementaires, vous avez des procès régulièrement des personnes âgées qui saisissent saisissent le tribunal administratif pour se plaindre de ce que l'Agence de la biomédecine leur a refusé une PMA à 70 ou 75 ans. Donc, d'ailleurs, dans d'autres pays du monde, il n'y a pas de limite d'âge à la PMA et on a déjà vu des femmes de 68 ans mettre des enfants au monde. Donc, nous constatons qu'une fois la procréation transformée en processus technologique, eh bien, tout le monde la revendique à son profit. C'est-à-dire que si la procréation est un processus naturel, charnel, bah, les limites de la nature s'imposent et mettent des limites au désir. On en est content, on n'en est pas content, mais enfin, c'est comme ça. Mais dès lors que la procréation est un processus technologique, eh bien, tous les désirs peuvent en théorie être satisfaits. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit tous les satisfaire, mais ça devient beaucoup plus compliqué de dire non, de toute mesure qui est posée est en soi arbitraire et immédiatement contestée en tant qu'arbitraire. Et par conséquent, à chaque, à chaque réforme, eh bien, on fait sauter ce que j'ai appelé tout à l'heure les verrous. Et cette production technologique, justement, permet ce passage à l'échelle qui caractérise le marché. Ensuite, dès lors que l'enfant est le résultat d'un geste technologique, un produit technologique, eh bien, qui dit résultat dit très vite attente de résultat. C'est-à-dire que la marchandisation se précise lorsque l'enfant est non seulement fabriqué, mais programmé et sélectionné en vue d'un résultat précis. C'est-à-dire qu'au début, on veut juste un enfant, et puis ensuite, on veut tel enfant. On ne veut pas de celui-là, et en plus, on aimerait bien tel, avec telle ou telle qualité. Et le Conseil d'État continue sa liste de questions. Tout est parti de cette dissociation entre sexualité et procréation. Je continue avec le Conseil d'État. Comment circonscrire dans ces conditions le désir que l'enfant soit sinon parfait, du moins le moins imparfait possible?
Et ben, en effet, c'est très difficile. Parce que comme le dit encore Jacques Testard, que j'ai déjà cité, qu'on le veuille ou non, l'eugénisme est intrinsèquement lié à la PMA. Le processus de fabrication intègre presque obligatoirement une exigence de qualité. Pourquoi? Eh bien, parce que concrètement, la PMA suscite des situations de choix. Et dès lors qu'on a le choix, eh bien, forcément, on sélectionne. Au moment de choisir un donneur, il faudrait être complètement idiot pour aller prendre un donneur alcoolique avec des maladies génétiques dans sa famille. Quand on a 8 embryons sur la paillasse de laboratoire et qu'on va en implanter un seul, il faudrait être complètement idiot pour prendre n'importe lequel, pour prendre un embryon atteint d'une maladie génétique, si on a le choix. Donc forcément, le choix suppose la sélection. Et plus on a de possibilités de sélection, eh bien plus c'est difficile de ne pas choisir. Et encore une fois, avec les meilleures intentions, pour le bonheur de l'enfant lui-même, c'est quand même bien mieux d'être en bonne santé. Enfin, tout ça, ce sont des très bonnes raisons. Mais n'empêche qu'à chaque fois, on sélectionne. Et d'ailleurs, Jacques Testard va plus loin, parce que lui, il explique que la PMA, en réalité, c'est la première marche du transhumanisme, que c'est vraiment la PMA généralisée est le moyen d'avoir les enfants sur mesure. Il explique que les bricolages sur la modification génétique des embryons, ça n'a aucun avenir. C'est beaucoup trop risqué de faire des dégâts. On a déjà vu ce qu'ont fait les Chinois avec leurs 2 jumelles génétiquement modifiées. Si j'en crois évidemment ce que dit la presse à ce sujet, c'est quand même franchement, ça ne marche pas très bien. Il y a des dégâts. Donc il dit c'est beaucoup trop risqué de réparer un embryon qui ne convient pas. Il vaut beaucoup mieux sélectionner celui qui vous convient. Et sélectionner celui qui vous convient, plus vous avez le choix et plus vous pouvez sélectionner. Donc, on va fabriquer des embryons. Enfin, l'idée, c'est de fabriquer des embryons pour pouvoir sélectionner celui qui convient le plus. Donc, la marchandisation s'accroît au fur et à mesure que s'accroît cette possibilité de sélectionner les enfants. Donc, comme je le disais, au début, c'est pour juste avoir un enfant. Ensuite, c'est pour éviter des maladies. Et puis ensuite, c'est pour programmer telle ou telle qualité. Alors, il n'y a qu'à voir ce qui se passe à l'étranger, hein. Encore une fois, en France, on a du mal à complètement réaliser cela parce que ce n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on fait des FIV pour choisir un garçon ou une fille. En Grande-Bretagne, on fait des FIV pour sélectionner un enfant sans strabisme, des choses comme ça. Au Danemark, si vous voulez faire une PMA avec donneur, eh bien, vous avez accès à des catalogues de donneurs. Vous voyez les photos du donneur bébé, enfant, adolescent, adulte, on a tout, on a ses études, son QI, on a tout ce qu'on veut. Donc, et maintenant, des cliniques de la fertilité proposent même de programmer les traits de caractère. Donc, les traits physiques, bon, ça, c'est déjà pratiquement devenu la routine, mais les traits de caractère. Alors, comment est-ce qu'on fait pour programmer un enfant plutôt introverti, extraverti, plutôt sportif, plutôt musicien? Bon, je pense pas que, enfin, en tout cas, j'ai encore jamais vu ça. On n'a pas identifié les gènes qui vont avec, mais en tout cas, c'est en sélectionnant les donneurs qui eux-mêmes ont plutôt tel ou tel profil, eh bien, on espère avoir dans l'enfant qui est issu de ces donneurs, justement, retrouver les qualités qui étaient chez les donneurs. Donc, voilà, le processus de fabrication comporte une programmation et une sélection des enfants sur tel ou tel critère. Alors, le Conseil d'État continue en posant la question de la filiation de l'enfant. Comment appréhender du point de vue de l'établissement de la filiation et de l'accès aux origines l'intrusion d'un tiers à travers un don de gamètes dans la relation entre enfant et parents? Je ne vais pas aborder cette question de la filiation parce que ce n'est pas mon sujet de ce soir, hein, qui concerne la marchandisation. Mais je voudrais juste faire une toute petite parenthèse, une mini digression. C'est vrai que la PMA avec donneur, quand on l'a légalisée en 94 en France, on l'a complètement relativisée. Déjà, elle avait vocation à demeurer exceptionnelle, comme toujours, demeurer exceptionnelle. Et puis en plus, il était de bon ton à l'époque d'expliquer avec un ton docte et très, très assuré que ce qui comptait, ce n'était pas la génétique, que ce qui comptait, c'était pour l'enfant le fait d'avoir été aimé, désiré, c'était l'investissement à son égard, le projet parental dont il était l'objet, etc.
Donc, aujourd'hui encore, hein, on a eu ce discours à longueur de débat bioéthique. Ce qui fait le père, ce n'est pas le fait d'avoir fourni le spermatozoïde, bien sûr, la petite graine. Ce qui fait le père, c'est l'engagement, l'investissement, l'amour. Voilà. Alors, pour saisir la limite de ce propos et l'injustice qui résulte pour l'enfant d'être conçu par un recours à des donneurs, je voudrais juste attirer votre attention sur ce qui se passe lorsque ce sont les adultes qui subissent la privation du lien biologique. Vous avez monsieur et madame Dupont qui sont en processus de PMA, donc que veulent-ils? Plus que tout, un enfant. Madame Dupont est enceinte et là, drame, l'équipe médicale les informe de ce qu'il y a eu une erreur d'éprouvette et que madame Dupont a été inséminée par les gamètes d'un autre homme que son conjoint ou carrément qu'on lui a implanté un embryon qui venait d'un autre couple. Alors s'il est vrai que ce qui compte dans la filiation, ce n'est pas la biologie, c'est le projet parental, l'amour, l'investissement auprès de l'enfant, normalement, ces erreurs ne devraient pas prêter à conséquence. Eh bien, il semble que ce soit un petit peu plus compliqué que ça, parce que pour les couples qui subissent ces erreurs d'éprouvettes, c'est un véritable drame, c'est un véritable séisme, au point que, semble-t-il, lorsque les erreurs sont décelées pendant la grossesse, les couples préfèrent avorter. Donc, est-ce qu'il n'est pas un petit peu, et alors on voit régulièrement des faits divers, hein, de situations, de, bah, justement, à l'occasion d'un acte médical ou d'une banale expertise sanguine, des familles se rendent compte que tel enfant qui était censé être issu du mari, donc d'une insémination artificielle ou d'une FIV avec les gamètes du mari, ben en fait n'est pas relié au mari. Et donc, il est issu d'une erreur d'éprouvette. Eh bien, c'est là encore, c'est un séisme dans les familles, à tel point que enfin, souvent, ils prennent contact avec la famille biologique. J'ai même lu des commentaires des parents concernés qui disaient qu'ils avaient, bah, du coup, leur enfant avait des liens maintenant avec la famille biologique dont il était issu et qui lui appartiendrait, quand il serait grand, bah, d'en faire ce qu'il voudrait. Enfin, on imagine le poids qui pèse sur les épaules de cet enfant. Hein. Enfin bon, tout ça pour dire que dans ces circonstances, il est quand même assez léger de décréter que pour les enfants, eux, eh ben, ce serait complètement indifférent d'avoir comme parents leur géniteur ou finalement n'importe qui d'autre. Voilà, et c'est pourtant ça que fait le don de gamètes. Donc, puis je vous parle même pas du problème juridique, du droit posé par la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU, du droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Dire, il n'y a pas écrit dans le texte, l'enfant a le droit de connaître ceux qui ont décidé d'être ses parents, hein, sinon ça revient à réduire le droit de l'enfant à néant. Voilà, donc je n'insiste pas plus sur la filiation, mais enfin, on voit quand même que là, ce processus technologique, il, il passe même, eh ben, par pertes et profits, les droits, hein, les droits de l'enfant tels qu'ils sont proclamés par ailleurs. Alors, à ces constats qu'a fait le Conseil d'État et que nous avons suivis, j'ajouterai la question des embryons surnuméraires, que j'ai un petit peu évoquée en introduction. Donc, ces embryons qui sont conçus in vitro, qui sont conservés dans des congélateurs pendant parfois des années, qui sont ensuite implantés ou détruits, ou encore utilisés pour la recherche. C'est-à-dire que pourquoi est-ce on utilise des embryons pour la recherche? Parce qu'ils coûtent moins cher pour les laboratoires que les embryons animaux. Pourquoi est-ce que les embryons humains coûtent moins cher? Parce qu'ils sont financés par l'assurance maladie. Et donc, c'est beaucoup moins cher de faire de la recherche sur des embryons humains que d'avoir une animalerie hyper surveillée avec des animaux enfin, qu'on élève pour avoir des embryons. Voilà, donc je pourrais allonger la liste, hein, mais vous voyez que le Conseil d'État n'hésite pas à dire tout cela et très clairement. Justement, j'ai cité le Conseil d'État parce que ça me permet de dire, en dissociant sexualité et procréation, en faisant de l'enfant le produit de technologies scientifiques, on a ouvert la voie à la revendication de procréation. Comment cantonner le désir que l'enfant soit le sinon parfait, le moins imparfait possible, etc. Donc il y a quand même, tout ça c'est la réalité. Et le problème, c'est que le Conseil d'État est capable de faire ce constat, mais malheureusement, dans la suite de son rapport, il est incapable d'en déduire la moindre conséquence pratique. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il a donné à la fin comme, comme verdict, si je puis dire, aux législateurs? C'était: «Vous pouvez ouvrir la PMA aux femmes célibataires, aux couples de femmes, vous pouvez ne pas le faire. D'un point de vue juridique, il y a pas de problème ni pour l'un ni pour l'autre». Et comment est-ce qu'on peut à la fois poser toutes ces questions sans avoir de réponse? Parce qu'en fait, on identifie bien les problèmes,
Et puis ensuite, on se comporte comme si nommer un problème revenait à l'avoir résolu. Mais non, le problème demeure. Et donc, je relève ici une capacité quand même de discernement, mais en revanche, un problème de volonté pratique. Et donc, le but de ce propos, encore une fois, n'est pas de se lamenter, hein, mais j'espère que ce ne sera pas notre cas, justement, de s'arrêter au constat des problèmes et puis dire, bon, bah voilà, bah, il y a tous ces problèmes, bah, c'est pas grave, on va le faire quand même. C'est-à-dire que prendre conscience de la situation, c'est déjà le préalable, hein, pour ensuite agir en conséquence. Alors après ça, chacun agit en son âme et conscience, hein, et prend ses responsabilités. Mais moi, mon but, c'est au minimum, de contribuer à ce que les uns et les autres puissent prendre leurs décisions, bah, déjà en connaissance de cause. Parce que, vous voyez, c'est quand même surprenant quand on voit aujourd'hui des jeunes adultes qui sont issus de donneurs et qui recherchent leur donneur. Eh bien, j'ai déjà lu des témoignages de ces jeunes qui sont soutenus par leurs parents, donc les gens qui ont eu recours à ces PMA avec donneur et qui soutiennent leurs enfants dans leur démarche en disant, en expliquant aux journalistes, hein, c'est écrit noir sur blanc ou c'est dit dans les émissions. En fait, nous, quand on a fait une PMA avec donneur, on n'a même pas imaginé une seconde que ça pourrait poser un problème à notre enfant. Bon, très franchement, on se demande par qui ils ont été conseillés parce que c'était quand même pas très compliqué de le prévoir. Mais bon, en toute bonne foi, ils ont été convaincus que la seule chose qui comptait, c'était l'amour, que la biologie, c'était rien. Alors évidemment, l'amour, c'est hyper important, mais ça ne veut pas dire que la biologie, c'est rien. Et donc, tout ça pour dire que ces personnes-là ont recouru au don de gamètes sans comprendre les enjeux de cette technique. Voilà. Et donc, c'est pourquoi, au minimum, eh bien, je souhaite contribuer à ce que les gens puissent prendre des décisions au moins en connaissance de cause. Bon, je m'arrête là sur la PMA parce que le temps passe et je vais dire un mot maintenant de la marchandisation à l'œuvre dans la gestation pour autrui, la GPA. Donc la GPA, c'est le processus par lequel des demandeurs, des commanditaires se conviennent avec une femme que celle-ci portera un enfant qu'elle leur remettra à la naissance. Donc l'enfant peut être issu des gamètes de la mère porteuse ou des gamètes d'une donneuse qui en général est une vendeuse, et il peut être issu également des l'ovocyte d'une femme commanditaire, demandeuse. Et côté spermatozoïde, le plus souvent, l'enfant est issu de l'homme du couple demandeur ou de l'homme tout court, hein, si c'est un homme célibataire. Mais il y a des cas surprenants de GPA. Vous avez aussi des cas dans lesquels il n'y a pas du tout d'hommes demandeurs. Vous avez des femmes célibataires ou des couples de femmes qui recourent à la GPA. Des femmes célibataires, peut-être parce qu'elles ne veulent pas d'hommes dans leur vie, bon, et qu'elles préfèrent aussi ne pas porter elles-mêmes l'enfant. Et vous avez même des couples de femmes qui recourent à la GPA. On a eu un cas islandais jugé par la Cour européenne des droits de l'homme, de femmes qui avaient recouru à la GPA. Donc il y a vraiment tous les profils. Donc les gamètes qui sont à l'origine de l'enfant peuvent venir des commanditaires ou être totalement issus de donneurs ou de vendeurs. Et côté commanditaire, justement, on a affaire soit à des célibataires, hommes ou femmes, soit à des couples, hommes-femmes, ou des couples d'hommes, mariés, c'est pas mariés, il y a vraiment tous les profils. Alors, pour la GPA, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, tout ce que j'ai dit pour la PMA, c'est valable. Et on va rajouter en plus les difficultés qui sont spécifiques à la GPA. Et en termes de marchandisation, je parlerai, encore une fois, là, je ne vais pas m'attarder sur la filiation, sur d'autres aspects parce que je ne peux pas tout dire, mais je vais m'attarder sur l'aspect réification, utilisation, hein, pour donc cette réduction à l'état de marchandise. Il y a d'abord, bien sûr, l'aspect utilisation de la femme. Le fait que la femme soit utilisée pour mener la grossesse. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat du consentement réel ou supposé de la femme, parce que bon, ce consentement est largement illusoire dans l'immense majorité des cas, mais imaginons que ce soit possible, dans un contexte très relativiste, que bon, le jour où on verra une actrice américaine porter un enfant pour une femme pauvre du Nigeria, on reparlera de ça. Mais enfin, imaginons quand même que ce soit en effet totalement possible. Le consentement réel ou supposé de la femme importe peu à partir du moment où la pratique est incompatible avec la dignité humaine. Et pour le comprendre, je voudrais citer en comparaison des infractions qui sont sanctionnées par le code pénal français. L'infraction de soumettre quelqu'un à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine. Donc c'est un délit pénal
quand bien même les victimes qui sont ainsi hébergées ou exploitées seraient satisfaites, voire très contentes de leur sort. Donc, en matière pénale, le consentement des victimes importe peu, hein, et donc nous avons des situations dans lesquelles la loi pénale sanctionne les atteintes à la dignité, alors même que les victimes sont non seulement consentantes et même parfois demandeuses. Et en fermant je sais pas comment dire ça, des ateliers clandestins qui exploitent des immigrés en situation régulière ou irrégulière dans des sous-sols, je sais pas où à Paris, eh bien, on restaure la dignité humaine, mais parfois on prive des gens de leur gagne-pain, hein, et de leurs conditions de vie. Donc on voit bien que le respect de la dignité humaine, eh bien, c'est un élément qui passe par-dessus, enfin qui est supérieur au consentement éventuel de la victime. D'ailleurs, c'est vrai pour toutes les infractions pénales, hein. Dire, le consentement de la victime n'est jamais un fait justificatif de... Par exemple, si quelqu'un vous demande de lui couper une main et que vous la coupez, bah non, le consentement de la victime ne sera pas une excuse et vous allez aller en prison pour atteinte volontaire à l'intégrité physique d'autrui. Bon, bref, donc je n'insiste pas trop. Pour moi, il y a clairement un problème d'utilisation de la femme. Alors on dit oui, la grossesse, c'est un travail comme un autre. Et enfin, c'est pas un travail comme un autre. C'est-à-dire, si on voulait légaliser la GPA, franchement, elle ne passerait pas le code du travail. Ce n'est pas possible. Le droit du travail ne permettrait pas un boulot comme ça. On ne pourrait pas faire un contrat de travail. Bon, alors du coup, on dit oui, mais justement, ce ne serait pas dans le cadre d'un contrat de travail, ce serait institutionnel. Oui, mais enfin, si on ne peut pas le passer par un contrat de travail, ce n'est pas pour rien, hein. C'est que euh, certains disent que la femme loue son utérus comme les ouvriers louent leurs bras. Bon, à ceci près que la femme, elle loue pas son utérus 35 heures par semaine, avec 5 semaines de congés payés, ni quoi que ce soit. Enfin, ça ne rentre dans aucune case d'un travail, d'un travail digne. Voilà. En tout cas, il faudrait sérieusement revoir notre droit du travail si on voulait que ça devienne compatible. Et je ne suis pas sûre qu'on gagnerait. Là, on passerait vraiment à la marchandisation généralisée. Bon, enfin, en tout cas, quoi qu'on puisse discuter d'un possible consentement, d'une possible liberté de la femme en la matière, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la GPA est toujours une réification de l'enfant. L'enfant, quel que soit les conditions dans lesquelles la femme donne son accord pour le porter et le remettre, l'enfant est toujours l'objet de ce contrat. Ce n'est pas la grossesse l'objet du contrat. Imaginez la mère porteuse qui dit au commanditaire: bon ben voilà, j'ai mené la grossesse, j'ai accouché, maintenant payez-moi. Non, 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 et oh, ça marche pas comme ça. On vous payera quand on aura l'enfant. Parce que ce n'est pas la grossesse. La grossesse, c'est le moyen. La grossesse n'est pas l'objet du contrat, c'est l'enfant qui est l'objet du contrat. Donc, la GPA est un contrat qui emporte disposition de l'enfant. Et la disposition, en latin, ça s'appelle l'abusus, c'est la prérogative du propriétaire et de lui seul. Et justement, euh, ça fait écho aux définitions de l'esclavage qui sont données tant par la Convention internationale de Genève sur l'esclavage que par le Code pénal français. Dans les deux cas, les termes sont un tout petit peu différents, mais c'est juste une construction de phrase. Le sens est le même. C'est que la définition des esclaves est la suivante: c'est l'individu sur lequel s'exerce l'un des attributs du droit de propriété. Encore une fois, c'est pas grave s'il n'y a pas de volonté de se comporter en propriétaire. Il suffit de fait de se comporter en propriétaire. Donc, la réalité de la GPA, c'est que l'enfant est l'objet d'un contrat. Bon, je ne parle pas de la situation traumatique à laquelle la GPA expose l'enfant du fait de sa séparation de sa mère à sa naissance. Je ne parle pas de l'atteinte à sa filiation, etc., hein, parce que je m'en tiens à l'aspect réification. Donc, on a bien affaire à un système, à un marché pour la GPA. Là encore, en France, on ne le perçoit pas forcément très bien, puisque la GPA étant illicite, la GPA ne se pratique pas, en tout cas pas de façon systématique, organisée en France. Mais là où le marché se développe, c'est que lorsque la GPA est réalisée à l'étranger, eh bien, la Cour de cassation maintenant ferme complètement les yeux sur l'origine de l'enfant. Donc, elle gère la situation sans tenir compte du fait que l'enfant est issu d'une GPA. Donc, concrètement, elle ferme les yeux sur la GPA subie par l'enfant, évidemment avec de bonnes intentions, toujours, hein, toujours les mêmes. Puisque l'enfant est là, l'enfant n'a pas à subir les conséquences des erreurs des parents,
il convient de régulariser la situation. La Cour européenne des droits de l'homme nous dit qu'il faut stabiliser la filiation de l'enfant. En fait, ce n'est pas la filiation de l'enfant qu'on stabilise. Ce qu'on stabilise, c'est la privation de sa filiation par la GPA qu'a subi l'enfant. Parce que ce qu'on stabilise, c'est la filiation, c'est la paternité et la maternité que les commanditaires ont convenu avec la mère porteuse. Mais la filiation de l'enfant, elle a été mise de côté par la GPA. Donc, lorsque la GPA est réalisée à l'étranger, les juges français ferment complètement les yeux. Le marché est encore plus visible dans la mesure où les sociétés commerciales canadiennes, américaines, ukrainiennes viennent démarcher le public français. Alors, sans se gêner, hein. On a eu plusieurs années de suite à Paris le salon Désir d'enfant, où vous aviez plusieurs cliniques, plusieurs sociétés de GPA qui proposaient leurs services. Donc, il y avait, je ne vous parle pas de l'underground Internet, on n'est pas sur le darknet, sur des forums sur lesquels on réussit à rentrer pour trouver une mère porteuse. Non, je vous parle de stands en open space, porte de Champéret à Paris, avec des commerciales ou des commerciaux. Puis il y avait, je pense, au commercial, les femmes des cliniques ukrainiennes, donc des blondes souriantes, sympas, qui vous disent, quand on demande, mais ça consiste en quoi la formule premium garantit un enfant sain et sa hyène? Et la jeune femme, très sympa, qui dit en souriant, eh bien, si l'enfant ne vous convient pas, s'il est handicapé, s'il y a un problème, il ira à l'orphelinat et on vous refera une GPA gratuite derrière. Voilà. Donc ça, enfin, moi je connais des gens qui sont allés à ces salons, qui l'ont entendu de leurs propres oreilles. C'est pas des rumeurs, ce sont pas des, non voilà. Et donc ça se pratique sur le sol français. Vous avez donc des sociétés commerciales qui organisent soit des salons, donc des foires, hein, soit des soirées de promotion de leurs pratiques. Vous voyez, moi j'habite à Lyon, donc il y a 2 ans, on a eu à l'Hôtel Dieu, à Lyon, en plein centre-ville, une société de GPA américaine qui est venue présenter avec voilà, le commercial français, plus facile quand même pour le business, qui était là pour expliquer comment procéder, qui expliquait tout, et on pouvait tout à fait faire affaire, hein, pour enclencher un processus. Bon, et ben ça, l'activité de ces sociétés commerciales, c'est un délit pénal pour la loi française qui s'appelle le délit d'entremise en vue de la GPA. Eh bien, pourtant, ces sociétés ne sont jamais poursuivies. Les procureurs ne poursuivent pas. Et c'est pas faux d'avoir déposé des plaintes. Donc moi, je fais partie de l'association Juristes pour l'enfance qui a déposé de nombreuses plaintes et nous ne sommes pas les seuls. Et ces plaintes, franchement, la première fois, on pensait que ça allait être difficile de faire, de constituer le dossier, de faire les enquêtes. Mais en réalité, il n'y a aucun problème parce que ces délinquants, je dis bien des délinquants puisqu'ils sont coupables du délit d'entremise en vue de la GPA, ces délinquants ne se cachent absolument pas, ils se vantent de ce qu'on leur reproche puisque c'est leur objet commercial, c'est leur fonds de commerce. Donc en fait, les dossiers sont accablants, les faits sont de notoriété publique, sont en 4 par 3 sur les encarts publicitaires sur le périph' parisien. Et malgré ça, il n'y a eu, à ma connaissance, aucune poursuite et en tout cas aucune condamnation. Et pour vous montrer à quel point on est dans le marché, en 2016, on a eu un jugement, un tribunal correctionnel de Blois. Juriste pour l'enfance était partie civile dans ce dossier. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une femme qui avait eu un contrat de mère porteuse avec 2 hommes en France, hein, par Internet. Elle s'était fait inséminer par le sperme mélangé des 2 hommes. Et puis, elle avait commencé une grossesse. Ensuite, le tout pour 15 000 euros. Et elle avait convenu donc avec le couple d'hommes qu'elle leur remettrait l'enfant à la naissance. Et puis, elle a dit à ses commanditaires que l'enfant était mort, mort in utero. Et ensuite, elle a trouvé un autre couple, homme-femme, cette fois-ci sur Internet, à qui elle a revendu l'enfant pour à nouveau 15 000 euros. Bon, bref, il y a eu des procès. Je vous épargne la procédure. Mais en tout cas, nous avons vu dans la presse les chefs de poursuite. Eh bien, la mère porteuse était poursuivie. J'aurais bien voulu faire un petit sondage en ligne. À votre avis, qu'est-ce qu'on lui reprochait? Elle était poursuivie pour escroquerie. Donc, moralité, vous pouvez vendre des enfants en France, mais attention, vous n'avez pas le droit de rouler les acheteurs. Elle était poursuivie pour escroquerie. Donc, nous sommes constitués partie civile pour expliquer que les victimes, enfin, la victime n'était pas les acheteurs. La victime, c'était l'enfant.
et que c'était pas on n'était pas on n'avait pas affaire à la vente d'un bien, que c'était une vente d'un être humain, donc ça relevait de la traite, etc. Bon, malheureusement, nous avons été suivis sur ça. Et donc le tribunal a condamné la mère porteuse, bon, avec du sursis, hein. Donc c'était quand même pas très grave. En gros, elle n'a pas le droit de recommencer. Elle a été condamnée à du sursis pour escroquerie. Et les acheteurs ont été condamnés, parce que c'est un délit pénal quand même, l'incitation à abandon d'enfant, mais eux aussi à des peines avec sursis. Moi, si je garde ma voiture sans mettre d'argent dans le parc-mètre, je peux vous dire que je vais avoir une contravention sans sursis, hein. Mais en revanche, c'est moins risqué d'acheter des enfants sur Internet, vous ne risquez que du sursis. Voyez. Donc à partir du moment où la mère porteuse peut vendre impunément ses enfants, mais qu'elle n'a juste pas le droit de rouler les acheteurs, vous voyez qu'on n'est vraiment pas loin du code de la consommation et on est vraiment dans le marché. Alors, vous voyez, tout ça pour dire que le marché existe bel et bien en France, même si ce n'est pas de façon officielle, même si ce n'est pas de façon totalement organisée. Il reste des verrous à faire sauter, mais l'objectif, donc, c'est la PMA et la GPA, tant qu'à faire, généralisée pour tous. Au passage, on permet maintenant, 21, l'autoconservation des gamètes, plus seulement pour des raisons médicales, donc lorsqu'il y a un risque d'altération de la fertilité, par exemple, par un traitement médical, de la chimio qui pourrait entraîner une stérilité. Non, aujourd'hui, toute personne qui le souhaite peut conserver ses gamètes en vue de réaliser plus tard peut-être une PMA. Vous voyez qu'on pousse vers la PMA des personnes qui, a priori, n'en auraient pas besoin, puisque en fait, elles congèlent des gamètes fertiles. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de couples fertiles en France qui recourent à la PMA, mais comme je vous l'ai dit, ce sont eux la véritable cible du marché. Alors pourquoi est-ce qu'un couple fertile recourrait à la PMA? Eh bien, voyons ce qui se passe à l'étranger. Justement, par exemple, comme aux États-Unis, pour choisir un garçon ou une fille, pour programmer telle ou telle qualité chez les enfants. Ce marché est extrêmement lucratif, même aujourd'hui, même tel qu'il est encadré et même tel qu'il est aseptisé par l'écran de l'assurance maladie. Parce que les médecins ont affaire à des patients qui sont très demandeurs, qui sont prêts à tout supporter, à faire des choses, même à tout tenter pour réaliser ce désir très violent, très intense d'avoir un enfant. Et ils sont prêts d'autant plus que c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc le diagnostic et le traitement de la stérilité sont pris en charge à 100%, jusqu'à 4 tentatives de FIV ou 6 inséminations par projet d'enfant. Donc à chaque fois qu'on a eu un enfant, on peut recommencer, les compteurs sont à zéro. Donc plus ou moins jusqu'au 43e anniversaire de la femme pour le prélèvement et 45 pour la réalisation de la PMA proprement dite. Donc l'activité est très lucrative. Pourquoi? Parce qu'on a une programmation optimale. C'est pas comme les accidents qui se produisent tous en même temps, puis après ça, il y a des creux. Non, les PMA, on planifie. Donc on a une activité qui est maximum tout le temps, mais qui est jamais non plus débordée. Il n'y a pas de ponction d'ovocytes à 4 heures du matin, hein. C'est toujours bien organisé et il n'y a jamais de trou non plus. Donc les médecins sont de plus en plus des prestataires de services, donc pour des prestations qui demandent parfois un savoir-faire médical, mais parfois même plus, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Inséminer une femme fertile par un donneur fertile, on n'a pas besoin d'une blouse blanche. Et pour vous donner un ordre de grandeur, le coût global de la PMA pour l'assurance maladie en 2016 était chiffré à 295 millions d'euros, soit un coût moyen d'à peu près 7 000 euros par naissance, pour une naissance par insémination artificielle, et 14 000 euros à peu près pour une naissance résultant d'une fécondation in vitro. Donc ça, ce sont les chiffres 2016, qui avait un rapport de la Cour des comptes à l'époque. Mais depuis, si on voulait reconstituer combien ça coûte en 2024, franchement, là, ça demande trop de... Il y a trop de données dans les données de l'assurance maladie. Moi, je ne suis pas capable de faire le calcul. Enfin, vous imaginez que ça n'a pas diminué. Ça a augmenté. Alors, cette prise en charge à 100%, elle interroge d'ailleurs, hein. Dans un contexte de manque de moyens qui se retrouve partout pour les soins. Je rappelle, il y a quelques années, l'homéopathie a été déremboursée parce que son efficacité thérapeutique n'était pas suffisamment prouvée. Alors, je n'ai pas de principe sur l'homéopathie, moi, j'y connais rien, hein. Mais enfin, dans le même temps, hein, on a légalisé, et donc avec remboursement à 100%, des PMA dont l'efficacité thérapeutique n'est ni prouvée, ni même alléguée, puisqu'elle s'inscrit dans une perspective non thérapeutique. Je veux dire, une femme célibataire n'est pas malade, c'est pas une maladie, le célibat. Elle est, voilà, donc on ne soigne rien. Il n'y a pas de thérapie là-dedans.
Dire, même pour les couples hommes-femmes, on ne soignait pas directement la stérilité, mais enfin, le but, c'était de compenser une infertilité pathologique. Donc, il y avait un objectif, un contexte thérapeutique. Bon, en ce qui concerne la GPA, eh bien, le marché est très lucratif, ça c'est connu aussi. Et là encore, les gens sont, enfin, le marché international, le marché mondial. Et justement, le marché en France, beaucoup aimeraient rapatrier en France le marché, hein. Et là encore, les gens sont prêts à tout, ils sont même prêts à défier la loi. Euh, c'est pas pris en charge par l'assurance maladie, mais même sans cela, les gens sont prêts à beaucoup dépenser. L'industrie mondiale de la GPA, c'est un énorme marché. Alors, il y a plusieurs sources, hein, et selon les sources, les chiffres diffèrent un petit peu. Par exemple, ces temps-ci, comme je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle beaucoup de la GPA en ce moment en France. Et c'est tant mieux parce que jusqu'à présent, elle était en train de s'installer dans l'indifférence générale. Là, au moins, on en parle. Et il y a quand même déjà un début de possibilité de sensibiliser les gens et d'expliquer de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de GPA, au-delà des photos et des slogans. Donc, on trouve des chiffres récents et selon les sources, eh bien, le marché actuel mondial, c'est aux alentours de entre 15 et 20 milliards d'euros. Et d'ici 2032, il pourrait atteindre entre 100 et 130 milliards, selon les estimations. Donc, vous voyez, c'est quand même pas rien. Le coût d'une GPA, low cost en Ukraine, 50 000 euros, ouais, 50 000 dollars, mais c'est à peu près pareil. Et aux États-Unis, c'est estimé entre 110 et 170 000 dollars. Mais hier sur BFM, il y avait la commerciale ou la directrice d'une clinique américaine, je ne sais pas, qui expliquait que ça pouvait aller jusqu'à 200 000 euros, le prix d'une GPA. Donc, vous voyez un petit peu que moi, quand on est allé à des soirées organisées par des cliniques américaines en France qui faisaient la promotion de leur soirée de GPA, la première où nous sommes allés, eh bien, on a déposé une plainte, on a fait un communiqué de presse. Et dans la foulée, on a reçu plusieurs messages de personnes qui nous ont dit qu'ils étaient à la même soirée que nous. En fait, il y avait, je ne sais plus de mémoire, hein, il y avait 10 personnes à cette soirée. Il y avait déjà 2 personnes de Juristes pour l'enfance. Et il y a 2 personnes qui nous appellent pour dire qu'ils y sont allés pour voir. Une personne qui nous dit, un journaliste qui est allé pour enquêter aussi, pour voir de quoi il s'agissait. Et puis, je ne sais plus. Bon, en fait, en faisant le compte, on se dit, mais attendez, il reste quoi? Il reste 3 personnes qui sont potentiellement intéressées par une GPA. Et sur les 3, on ne sait même pas s'il y en a déjà, on ne sait même pas combien il y en a qui sont vraiment intéressés et combien vont effectivement aller jusqu'au bout et faire une GPA. On se dit, mais comment est-ce qu'une telle soirée peut être rentable? Bah, en fait, si une seule GPA, c'est un budget de 200 000 dollars, oui, bah, on comprend qu'on peut faire quelques soirées de retape, hein. Voilà, donc le marché est très lucratif, chiffre à l'appui. Alors, en quoi est-ce que ça nous concerne tout ça? Eh bien, ça nous concerne parce que, un, nous sommes nous-mêmes tentés, hein, l'offre vient jusqu'à nous. Nous avons une responsabilité par notre collaboration directe ou indirecte, importante ou modeste. Et si nous ne sentons pas nous-mêmes concernés directement, bah, moi, personnellement, je ne peux pas dire que je me sente très personnellement concernée, mais en revanche, nos enfants, nos petits-enfants le sont. Ce n'est pas à moi que mon employeur, l'université, va venir proposer de congeler mes ovocytes. C'est un peu tard, hein. Éventuellement, elle pourrait me proposer une GPA. Oui, pourquoi pas. Mais enfin, en revanche, ma fille, elle, il est fort probable que sa génération est celle à laquelle les employeurs vont proposer des FIV, des packages pour Noël GPA ou avec, pourquoi pas, la pression de planifier ça dans un schéma de carrière global qui rende service à tout le monde, y compris l'entreprise, etc. Donc, nos enfants, nos petits-enfants, et vous les jeunes qui écoutez cette conférence, c'est vous qui allez être sollicités. Et par conséquent, il est important justement de réfléchir, de réfléchir à ces propositions. Et le mieux, c'est de réfléchir avant que les questions ne se posent. Parce que ce n'est pas quand on va se retrouver en situation de désir d'enfant et éventuellement de souffrance que c'est le moment. Alors, il n'est jamais trop tard pour réfléchir, bien sûr, mais le mieux, c'est quand même de se former et de réfléchir à ces questions quand on a justement les circonstances idéales pour la lucidité, quand on n'est pas trop personnellement concerné, parce qu'ensuite, c'est plus difficile justement d'avoir du recul et d'avoir plus de discernement. Alors, l'éducation des jeunes, la formation des jeunes, armer les jeunes justement pour ne pas tomber dans le panneau du mirage, hein, parce que moi, parfois, mes étudiants me disent, mais madame, c'est super la sélection des embryons,
Si on peut avoir un enfant qui est en bonne santé, qui a plein de qualités, qui est bon en foot et en même temps qui sait jouer du piano, mais enfin, c'est génial. Eh bien, vous voyez, en fait, c'est un mirage. Parce que, euh, par exemple, Jacques Testard, il explique qu'on peut penser qu'on se rend service à sélectionner les embryons, mais qu'en réalité, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu carrément. Parce qu'en fait, comme on sélectionne toujours à peu près sur les mêmes critères, enfin, dire on veut éviter les maladies, enfin, on sélectionne ceux qui sont considérés comme les meilleurs sur des critères qui sont un petit peu les mêmes. Donc, en réalité, on appauvrit finalement le patrimoine génétique de l'humanité et on va se retrouver avec des gènes qui sont, enfin, enfin, je ne vais pas dire qu'on aura tous les mêmes, mais enfin, en tout cas, il y aura moins de diversité génétique. Or, il explique que ce qui a toujours dans l'histoire sauvé l'humanité à chaque épidémie, à chaque catastrophe, etc., c'était la diversité génétique. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois, il y a toujours une partie qui résiste. Le jour où on est tous un peu sur le même modèle génétique, et ça va très vite, hein, en fait, en quelques générations, on peut appauvrir quand même pas mal le patrimoine génétique de l'humanité, eh ben, il suffit qu'un petit virus mute, je sais pas où, ou un truc apparaisse, alors soit on sera tous résistants, soit on y passera tous. Bon, c'est très schématique, bien sûr, mais quand même, c'est une perspective. Et puis, deuxièmement, le fait d'avoir été désiré, le fait d'avoir été programmé n'est pas un cadeau qu'on fait, y compris à l'enfant. Parce qu'en fait, justement, cet investissement, cette attente qu'il y a, ça met sur les épaules de l'enfant un poids qui est très lourd à porter. Il y a une attente de résultat. Déjà, on voit bien hein, deux femmes aux États-Unis qui ont fait une PMA et qui se sont retrouvées avec un enfant métis, eh ben, elles ont attaqué la clinique. Donc elles disent qu'elles aiment beaucoup leur fille, etc. Bah, n'empêche que l'enfant vit quand même avec le fait que sa venue au monde a fait l'objet d'un procès pour être indemnisé du préjudice subi du fait de sa naissance non conforme. Bon, et ensuite, il y a des attentes qui sont posées sur l'enfant et il est d'une certaine manière sommé d'y répondre. Et il y a une pression sur lui. Hein. Il y a une pression sur lui qui fait que ce qui fait justement la caractéristique de la famille, c'est que l'enfant est accueilli tel qu'il est, il n'est pas sondé sur ce qu'il rapporte, sur ce... Non, justement, il est aimé sans condition, il est accueilli tel quel, etc. Et bien là, cet accueil inconditionnel est quand même largement faussé, en tout cas, risque d'être faussé par cette attente que la programmation de l'enfant met sur ses épaules. Et puis on a aussi, qui pèse sur les enfants, justement la culpabilité du survivant. C'est que celui qui correspondait, qui a passé tous les tests, bah, lui, il vit. Et c'est pas si facile que ça d'être celui qui a survécu parce que c'était lui le plus fort. Et c'est très répertorié en psychologie, hein, ce syndrome du survivant. C'est la culpabilité de celui qui a survécu à un événement où les autres sont morts. Donc ça peut aussi bien être trois copains dans une voiture, il y a eu un accident, deux sont morts. Et bien celui qui a survécu, il pourrait être content d'être en vie, mais en fait il culpabilise. Même si ce n'est pas de sa faute, il va culpabiliser. Et bien la fécondation in vitro, déjà, elle aussi, elle expose les embryons survivants à ce syndrome. Je dis bien qu'elle les expose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément rater leur vie. Hein. Puis en plus, on peut surmonter tout ça. Mais c'est réel. Et plus les gens seront sélectionnés, et plus il y aura tous ces risques psychologiques. Bon, il y a les risques génétiques pour l'humanité, mais ces risques psychologiques qui, en fait, finalement, montrent que la sélection de l'enfant plein de qualités n'est peut-être pas tant que ça un cadeau qu'on lui fait. Donc, j'ai développé ça, mais en fait, il y en a plein des mirages. Hein. Il y en a plein justement des visions à courte vue. Mais ce qui compte, c'est l'amour, c'est pas la biologie. Puis après ça, on se retrouve avec des enfants qui sont en angoisse existentielle en raison de la quête de leurs origines, etc. Donc, il s'agit de vraiment ouvrir les yeux sur tout ce que ça implique et justement pour que les jeunes soient au courant, soient armés et capables de prendre leurs propres décisions et d'assumer leurs propres responsabilités et ne puissent pas nous dire à nous, mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenus, quoi? Hein, pourquoi vous ne nous avez pas dit? Alors ça concerne l'éducation lointaine, hein, de ne pas avoir tout ce qu'on désire, même des choses bonnes, tout le temps, tout de suite, une certaine sobriété de vie, tout ça, ça fait partie d'un ensemble global. Hein. On ne va pas régler le problème de la marchandisation de l'humain sans avoir un peu une pensée globale sur l'existence. Formation plus proche et directe, de parler de ces sujets, de se renseigner, d'acquérir les ouvrages sur le sujet, de les faire lire, de partager des publications, d'oser les conversations. C'est vrai que c'est
c'est plus simple, hein, en famille, de parler de la pluie et du beau temps, de cinéma, etc. Bon, parler de tout ça, c'est pas forcément facile. Comment est-ce que les personnes qui vivent l'infertilité, elles sont entourées? Parce que là, on a plein de témoignages, hein, même les médecins peuvent se mettre en cause. Une femme, enfin un couple qui va consulter pour infertilité, aujourd'hui, on dit, bah, si vous voulez pas faire une PMA, qu'est-ce que je vous dise, bah, rentrez chez vous, quoi. Enfin, voilà. Et il y a, voilà, il y a beaucoup de témoignages sur ce plan. Est-ce que dans les familles, les personnes sans enfants, bah, est-ce qu'elles sont, je sais pas, est-ce qu'elles sont euh, aidés, soutenus, de la même manière que alors ça, ceux qui ont des enfants ont eux aussi des problèmes avec leurs enfants, mais est-ce qu'ils sont soutenus, aidés? Enfin, tout ça, c'est global, hein, bien sûr. Il y a des perspectives aussi, des alternatives, donc pour les jeunes, hein, qui sont intéressés par la médecine et la gynécologie, donc s'engager dans les naprotechnologies, tous les nouveaux procédés. Il y a les naprotechnologies, mais il y en a d'autres, il y a d'autres termes. Tout ce qui consiste dans la restauration de la fertilité naturelle pour, favoriser la procréation naturelle, restaurer les conditions de la fertilité. Vous voyez, à Lyon, il y a un DU à la fac de médecine qui existe, qui s'appelle Restauration naturelle de la fertilité. Bon, ben voilà, ça, c'est vraiment des perspectives qui sont quand même intéressantes et à creuser. On peut aussi contribuer à promouvoir d'autres formes de fécondité. C'est-à-dire que le désir d'enfant est très puissant et c'est normal, mais pour y renoncer, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative, c'est encore plus douloureux. Donc rien n'est simple, hein. Je ne veux pas dire qu'il y a des solutions simplistes, mais enfin, la société peut aussi promouvoir d'autres formes de fécondité, d'autres manières de donner de l'amour par les familles d'accueil. Il y a tellement d'enfants qui auraient besoin d'aller en famille d'accueil, il n'y en a pas assez. Le parrainage. euh, Bon, tout ça, ce sont des choses, ce sont des perspectives qui peuvent être ouvertes. Et puis, euh, et puis pour terminer, puisque nous sommes dans cette école de bioéthique qui est proposée par le père Maroun Badr, eh bien, j'ajouterais que c'est vrai que la perspective un petit peu eschatologique peut aussi venir à la rescousse, hein, de se dire que bah, finalement, l'existence humaine est merveilleuse et qu'on cherche, on a tous le désir d'être heureux, etc. Mais qu'il y a des choses qui ne sont compréhensibles aussi que dans une perspective, que dans la perspective de plus vaste, et que justement, la réalisation, enfin, on peut être heureux d'une autre manière en réalisant les désirs peut-être qu'on a aujourd'hui et qu'il y a d'autres formes pour se réaliser et que finalement, il y a aussi un projet, il y a un projet pour chacun. Et donc, moi, je voudrais terminer avec ça pour dire que personnellement, si je suis engagée sur ce sujet, c'est aussi en raison de ma foi catholique. C'est pas le moteur numéro un. Vous voyez, j'ai vraiment pas du tout parlé de, de perspective chrétienne tout au long de ce topo, mais je pense que aujourd'hui, là, il me paraîtrait incomplet. Et c'est vrai que euh, accepter la dignité humaine. Tout le monde est pour la dignité humaine. Mais au moment où la dignité humaine suppose que moi, je renonce à quelques désirs, à quelques besoins, et que j'accepte que c'est la dignité, la mienne et celle d'autrui qui soit à cette limite, eh bien là, on ne peut plus se contenter de mots, même écrits dans des déclarations. Bah, en tout cas, c'est plus difficile. Et c'est vrai que la perspective d'un projet, finalement, d'un projet de Dieu sur le monde et de la providence, je pense quand même éclaire, donne un éclairage dont il ne faut pas se priver, parce que sans priver, bah, ce serait vraiment appauvrir aussi, d'une certaine manière, le sujet. Donc cette perspective-là, j'ai terminé avec parce que je crois vraiment qu'elle n'est pas indispensable et que la raison humaine suffit pour percevoir justement cette dignité intrinsèque de l'individu, mais que cette perspective de foi est quand même une lumière qui n'est pas de trop dans ce domaine pour, pour finalement avoir une vision globale et complète de la réalité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ces quelques éléments, que ces quelques mots, eh ben, vous aideront dans votre propre cheminement et discernement. Merci beaucoup pour cette intervention exhaustive, en vrai, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui ont été évoquées. Avant de passer à la partie des questions-réponses et de discussion, est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur la déclaration de Casablanca quand même, de 3 mars 2023, parce que je pense à aborder un petit peu le sujet de la GPA, peut-être aussi dans la question de la marchandisation du corps ou de l'humain.
Est-ce que vous pouvez dire un petit mot seulement, parce qu'on aura peut-être aussi une autre occasion de parler de la question de cette déclaration principalement et de la GPA d'une façon différente. Mais écoutez, avec grand plaisir. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, moi, je suis donc enseignant-chercheur en droit et ça fait des années que je travaille notamment sur la gestation pour autrui. Donc, ça fait des années qu'avec d'autres chercheurs, donc d'autres juristes ou des médecins, des psychologues, on se croise dans des colloques, on participe à des publications et je ne vais pas dire qu'on dit tout le temps la même chose parce qu'on affine notre recherche, on l'actualise. Mais enfin, à un moment, on s'est retrouvés à plusieurs en train de se dire, mais enfin, comment faire pour que tout ce que nous avons à dire qui nous paraît maintenant quand même vraiment, construit, constructif. Comment faire pour que cette expertise, eh bien, elle, débouche justement sur qu'elle ait des conséquences dans la vie des gens et dans la société? Pour que ce soit l'inverse de ce qu'a fait le Conseil d'État. Voir tous les problèmes et puis à la fin, on fait comme s'ils n'existaient pas. Non, de faire en sorte que notre expertise passe au niveau supérieur et en fait, infuse la société et si possible les lois. Et donc, on s'est dit: «Bah, comment faire ça?» Et nous on a dit: «Bah, en fait, ce qu'il faudrait», nous avons constaté que les États et beaucoup de gens sont assez résignés. Il y a peu de personnes qui font la promotion active de la GPA. Bon, ça commence, mais c'était jusqu'à présent quand même plutôt en disant: «Oui, la GPA, c'est pas bien, mais il faut s'occuper des enfants, mais il faut l'encadrer pour éviter les excès». Et puis, donc, encadrer la GPA, ça veut dire la reconnaître, hein, parce que, sans même compter que l'encadrement est tout à fait illusoire. Ça, on le voit partout. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et donc, nous avons constaté une forme de résignation généralisée, notamment en raison de la dimension mondiale. Qui, de toute façon, ça sert à quoi de prendre des lois en France? Les gens vont le faire ailleurs. Si on l'interdit ici, ce sera possible là. Bon, entre nous, c'est possible de tout, hein. Donc, à ce compte-là, on n'a qu'à jeter le code civil et le code pénal à la poubelle et se dire que on passe voilà, on s'en. Bref. Mais et donc, nous sommes arrivés à la conclusion que la seule solution, finalement la solution ultime, c'était l'abolition universelle de la GPA, qu'elle soit abolie partout. Au moins dans la volonté. Après ça, on ne se fait pas d'illusions. On sait bien qu'on n'éradiquera jamais totalement les maux sur cette terre. On a aboli l'esclavage, et on sait très bien qu'il reste des situations d'esclavage, d'esclavagisme sur la terre. Mais enfin, l'esclavage, quand même, en tant que tel, a été aboli, et du coup, ça donne quand même un cadre pour le combattre. Bon, ben voilà, on voudrait faire pareil avec la gestation pour autrui. On s'est dit, mais comment on fait, nous, pauvres chercheurs, enseignants-chercheurs ou médecins, pour attirer l'attention des États sur ce projet, pour promouvoir l'idée que l'abolition de la GPA serait non seulement nécessaire, donc là on explique pourquoi c'est pas bien la GPA, pourquoi ça fait du mal, et en plus expliquer qu'elle est possible et donner des outils juridiques pour que les États puissent s'engager en des processus. Et donc, eh bien, nous avons choisi comme moyen de proposer un texte pour une convention internationale. Voilà, dire au moins, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne suis pas un État, je ne peux pas signer une convention internationale, mais je suis juriste, je peux en rédiger une. Voilà. Et donc, nous avons réuni un groupe de travail pour rédiger une proposition de convention internationale et pratiquement dans les mêmes termes, cette déclaration, qui est devenue la déclaration de Casablanca, par laquelle des chercheurs donc disent aux États, s'il vous plaît, engagez-vous pour préserver les femmes et les enfants de la GPA et engagez-vous dans une convention internationale dont voici une proposition. Une fois que ça s'était fait, comment attirer l'attention? Comment est-ce que les États soient au courant de cette proposition? Eh bien, nous avons choisi comme moyen de faire un coup de com, de communication, et donc d'agréger dans notre projet des experts du monde entier. Et donc, nous avons contacté des collègues, hein. Moi, j'ai contacté mes collègues, les autres ont contacté les leurs, chacun de proche en proche. Et nous avons réuni finalement 100 experts, donc un nombre symbolique, hein, 100 experts de 75 nationalités qui ont signé cette déclaration. Et cette déclaration, elle s'appelle Déclaration de Casablanca parce que nous l'avons rendue publique dans le cadre d'un séminaire international qui s'est tenu à Casablanca le 3 mars 2023 au Maroc. Donc, un séminaire d'experts sur la GPA, donc des prises de parole de médecins, de psy, anthropologues, juristes. On avait un peu de tout, de tout. Alors évidemment, tous les experts, tous les signataires n'ont pas pris la parole. On ne pouvait pas avoir 100 prises de parole. Et donc cette déclaration est maintenant connue comme la déclaration de Casablanca pour l'abolition universelle de la GPA. Et vous voyez, là, les 5 et 6 avril dernier, à Rome, eh bien, nous avons tenu notre deuxième conférence, parce que nous nous sommes dit, après le premier État où nous voyons une volonté politique de lutter contre la GPA, on y va.
Et l'Italie a annoncé un projet de loi visant à faire de la GPA un crime universel. Qu'est-ce que ça veut dire un crime universel? C'est-à-dire une infraction sanctionnée par le droit italien, même lorsque les Italiens la commettent à l'étranger. Donc, même lorsque les Italiens vont recourir à la GPA à l'étranger, ce qu'il faudrait faire avec le droit français, hein. Et donc, eh bien, nous avons choisi l'Italie et nous avons tenu notre deuxième conférence internationale à Rome. Et cette fois-ci, nous avions la ministre italienne de la famille, il y avait la rapporteure spéciale ONU sur les violences faites aux femmes et aux filles, on avait une femme membre du comité des droits de l'enfant de l'ONU, et puis d'autres experts, personnalités du monde entier. Et nous espérons, en faisant grossir ce mouvement, qui est une espèce de convergence des luttes, tous ceux qui sont contre la GPA, venez dans le groupe de Casablanca, parce que le groupe de Casablanca est dédié uniquement à ça, l'abolition de la GPA. Pour s'amuser, on dit, dans le groupe de Casablanca, on ne parle que de GPA. Comme ça permet de réunir des gens qui ont des idées, des philosophies, des convictions très diverses sur tout le reste, mais on ne parle que des GPA. C'est l'engagement qui a été pris, comme ça tout le monde est à l'aise. Personne n'a l'impression d'être récupéré, instrumentalisé. Et c'est ça qui permet cette efficacité qui, pour l'instant, est absolument incroyable. Et on espère bien sûr que ça va aller plus loin, parce que notre but, c'est d'avoir un traité international important, abolition universelle de la GPA. Donc on dit à Casablanca, on parle de la GPA et éventuellement du temps qu'il fait. Voilà, c'est pour dire que voilà, on parle vraiment, on se contente de parler de ça. Merci beaucoup pour ce petit résumé sur Casablanca. On va passer à la partie des questions-réponses, des commentaires. Et juste avant de vous donner la parole, il y a eu déjà une question au milieu de la conférence. Je vous la transmets de suite, que je retrouve. Voilà. Donc la question est la suivante. Je cite telle qu'elle est. J'ai cru voir qu'il y avait une pseudo-garantie de 2 ans sur l'enfant. Est-ce une réalité française? Alors, une pseudo-garantie sur l'enfant dans le cadre de la PMA ou de la GPA? On va prendre Oui, les deux. oui, la PMA. La PMA, on parlait de la PMA. Oui. Ah non, alors pour le coup, je ne connais rien de tel dans la loi française. C'est-à-dire que on ne peut pas exclure, en tout cas déjà aujourd'hui, quand il y a des erreurs de gamètes, des erreurs d'éprouvettes dont j'ai parlé tout à l'heure, les couples qui subissent les erreurs, donc lorsque la femme est inséminée par un autre homme que le conjoint ou le concubin, ou lorsqu'on lui implante un embryon qui est d'un autre couple, les couples n'hésitent pas à attaquer la clinique ou l'hôpital en justice, hein. Et la justice leur donne raison, elle indemnise leur préjudice. Donc, on a une forme de garantie, si je puis dire. C'est qu'il y a une prestation qui devait être fournie, et quand elle n'est pas fournie, il est possible de demander réparation. Mais c'est le droit commun, c'est le droit commun des contrats, quoi. Enfin, du droit. Enfin, non, c'est pas vraiment le droit commun des contrats, parce que là, on est dans le domaine médical. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une garantie post-PMA spécifique qui serait posée par la loi. Non, ça n'existe pas, ça. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, pour les questions, pour mieux gérer, si quelqu'un a une question, soit levez la main, que je vous vois, soit écrivez sur le message et je vous donne la parole. Voilà, n'hésitez pas. Et après, moi, je poserai mes 2 questions à la fin. Alors là, je dois confier sur l'écran parce qu'il y a plusieurs personnes. Moi, je vois pas les questions, hein, donc... Ah si. Ah oui, Marie-Claude Philippe, je vois votre... alors, activez votre micro surtout avant de parler. Alors, elle est où Marie-Claude? Elle parle? Oui, alors il faut juste activer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Ça y est, très bien, je vous laisse là, oui. Voilà, c'est une question que j'ai déjà écrite à Maître Mirkovitch. Je voudrais savoir si il est envisagé, parce que je crois que le statut de l'embryon en fait un objet. Mais si je me trompe, vous me contredirez tout de suite. Sinon, si il est effectivement considéré comme un objet, est-il envisagé de changer le statut de l'embryon et du fœtus? Ah, alors, je suis désolée si vous m'avez déjà posé la question et que j'ai pas répondu, mais vous voyez, c'était le sujet de ma thèse. Alors, c'est difficile de, de répondre en quelques lignes.
En fait, le statut de l'embryon, aujourd'hui, en droit français, on ne peut pas dire que c'est un objet. Le statut de l'embryon est tellement confus, on ne peut pas dire c'est ceci ou cela. Parce que le statut, c'est un ensemble de règles qui s'appliquent à une réalité. Vous avez le statut des commerçants, le statut de l'animal, le statut du mineur, le statut des majeurs, je ne sais pas quoi, et, euh, et le statut de l'embryon. Mais cet ensemble de règles, normalement, ce n'est pas un ensemble de règles disparates et juxtaposées les unes à côté des autres. C'est un ensemble de règles qui découlent de la nature de la réalité dont on parle. Donc le statut de l'animal, le statut juridique, c'est un ensemble de règles qu'on a adopté en tenant compte de la réalité animale. Le statut des commerçants, c'est un ensemble de règles qu'on a adopté en tenant compte de la particularité de cette population d'être commerçant. Mais le problème de l'embryon, c'est que comme on n'a jamais abordé la question de son statut, eh bien en fait le législateur ne s'est jamais prononcé. Et on a adopté des règles disparates tout en se défendant de vouloir se prononcer sur le statut de l'embryon. Donc il serait normalement possible de remonter du statut à ensuite, vu comment on le traite, on pourrait en déduire ce pourquoi on le tient, mais justement la façon dont on le traite ne permet pas d'en déduire quoi que ce soit, parce que vous avez à la fois des règles qui prennent des précautions et manifestent des égards à l'embryon qui montrent bien qu'on le considère comme n'étant pas un objet. Et puis vous avez d'autres règles. Donc, en fait, en droit, on est soit un objet, soit une personne. Donc, vous avez des règles qui montrent bien qu'il n'est pas un objet. Donc, c'est un traitement qui s'apparente à être considéré comme une personne. Mais vous avez d'autres dispositions qui sont incompatibles avec la qualité de personne. Donc, en fait, on ne peut pas répondre à cette question. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que les juges sont le plus souvent très réticents pour appliquer le droit des personnes à l'enfant à naître, voire à l'embryon in vitro, enfin, qu'il soit in vitro, in utero, il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a pas de catégorie légale qui soit clairement étanche pour caractériser l'embryon. Donc, les juges sont assez régulièrement réticents pour appliquer le droit des personnes à l'enfant à naître, mais ils l'ont déjà fait, ils le font. Par exemple, la Cour de cassation va nous dire qu'il n'y a pas de date limite, enfin de délai de grossesse pour qu'on puisse, pour qu'un enfant mort-né puisse faire l'objet d'un acte d'état civil d'enfant sans vie, recevoir des prénoms. Voilà, par exemple. Puis la même Cour de cassation va nous dire par ailleurs que l'atteinte involontaire à la vie de l'enfant, ce n'est pas un homicide. Alors, de l'enfant à naître, je veux dire. Alors, sous-entendu, c'est quoi? Donc, le même enfant qui peut être déclaré à l'état civil, recevoir un prénom et même maintenant un nom de famille depuis une réforme récente, ce même-là, l'atteinte à sa vie, ce n'est pas un homicide. D'ailleurs, en fait, on est en contradiction totale. Donc les juges, de temps en temps, appliquent le droit des personnes, de temps en temps, refusent de le faire. Mais en tout cas, ils ont toujours refusé d'appliquer le droit des biens. Ça, on n'a jamais appliqué le droit des biens à l'embryon. Mais en même temps, vous avez aussi des décisions qui refusent d'appliquer le droit des biens, mais qui ne veulent pas non plus appliquer le droit des personnes. Et alors là, on se retrouve avec de l'authentique non-droit. Parce que le non-droit, habituellement, c'est un concept de journaliste. Ça n'existe pas en droit, hein. Quand il n'y a pas de règle spéciale pour régler un problème, on se réfère aux principes généraux du droit et on tranche. C'est une obligation pour le juge. Sinon, ça s'appelle un déni de justice. Eh bien, justement, avec les embryons, nous sommes arrivés à de véritables zones de non-droit et donc de déni de justice. Parce que les juges, une fois qu'ils ont refusé d'appliquer le droit des biens, et donc, par exemple, c'était pour des parents dont les embryons avaient été décongelés par erreur par un hôpital. Ils refusent d'appliquer le droit des biens. Donc, on ne peut pas considérer qu'en tant que propriétaires, ils ont perdu leurs biens. Mais d'un autre côté, les juges refusent d'appliquer le droit des personnes et de voir là la perte d'un enfant. Donc, du coup, qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. Si on écarte le droit des personnes et le droit des biens, il n'y a plus rien. Et donc, les juges sont dans la capacité de trancher. Et les décisions que j'ai en tête, il y en a une qui a finalement décidé la destruction des embryons et l'autre qui avait dit de les conserver indéfiniment jusqu'à ce que le droit apporte une réponse. Bon, bref. Et voilà, donc vous avez la question du statut de l'embryon est une statut interdite. Elle n'est jamais abordée. Et maintenant, on n'en parle même plus au Parlement. Pendant plusieurs réformes successives, il y avait des débats sur le statut de l'embryon qui se terminaient toujours. Vraiment, pour moi, le summum, c'est le ministre de la Santé en 1994, qui était Bernard Kouchner, qui dit à la tribune à l'Assemblée nationale: nous n'aborderons pas ici le statut de l'embryon humain, car nous le savons, trop de divergences nous séparent. Nous en resterons donc à la potentialité de personne.
Vous voyez le process qui consiste, tout en refusant le débat, nous n'aborderons pas. En fait de le trancher sans débattre, nous en resterons à la potentialité de personne. Sauf que potentialité de personne, ce n'est pas un statut juridique. En fait, bon, ok, mais alors votre potentialité de personne, on lui applique le droit des personnes ou on lui applique pas? Vous voyez, en fait, on en revient toujours à cette question-là, qui n'était du coup pas tranchée elle-même. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur le statut de l'embryon. Et donc, il n'est pas question aujourd'hui de modifier le statut, puisque ce statut, aujourd'hui, eh ben, en réalité, n'existe pas dans la mesure où il est tellement contradictoire qu'on ne peut pas en déduire un qualificatif pour l'embryon. Et puis, en fait, l'erreur de départ, elle consiste à penser que le législateur devrait décider ce qu'est un embryon. Parce que quand le législateur et quand les juges nous disent « ce n'est pas à moi de dire ce qu'est un embryon », ils ont totalement raison. Si ils pensent que dire ce qu'est un embryon revient à le décider. En effet, comme j'ai dit tout à l'heure, personne n'attribue ou retire la dignité humaine à qui que ce soit, et personne ne la confère non plus. Moi, si jamais je décide là que, je ne sais pas, n'importe quoi, mon ordinateur a tout à coup la dignité humaine, bah, ça ne va pas la lui conférer, hein. Donc, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc, en effet, ce n'est pas à la volonté humaine de décider de la nature de l'embryon, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas à le décider qu'on ne peut pas le dire. Il en va de même de la dignité humaine des individus que nous sommes. Nous n'avons aucune décision en la matière. Nous avons juste un constat à faire. Et ça ne nous a pas empêché de proclamer dans les déclarations des droits de l'homme la dignité humaine. Donc, il n'est pas interdit de dire les choses tout en étant conscient qu'on n'a pas à les décider. Eh bien ça, le législateur n'a pas voulu le faire. Et en même temps, c'est habile. Parce que imaginez que le législateur ait dit l'embryon est un bien. Bon, moi, personnellement, je pense que ce serait une erreur. Et à partir du moment où, comme vous dites, on a un statut, on peut discuter pour le faire évoluer. Si le législateur disait, bon, l'embryon humain est une personne humaine, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette appréciation pourraient débattre. Mais quand on dit, nous n'aborderons pas le sujet, comment voulez-vous discuter? Vous voyez, là, on est, bah, du coup, il n'y a pas de possibilité. Enfin, pas de possibilité directe. Après ça, on n'est pas interdit de faire de la recherche, d'écrire, de faire des propositions. Mais en tout cas, le statut de l'embryon lui-même, il est pour l'instant hors sujet. Si bien, merci. Monsieur Chavrier, je vous laisse la parole. Je vous ai vu. Attendez, activez le micro. Oui, je voudrais faire un petit complément à ce que vous avez dit, Madame Markovitch. S'agissant de l'embryon humain, je voudrais rappeler que le comité éthique s'est prononcé sur la qualification et que précisément, il a dit que l'embryon humain n'était pas un bien, mais une personne en potentialité. Et je reste persuadé que cette déclaration a conforté les décisions des juges du fond pour écarter précisément tout le droit des biens sur l'embryon humain. Oui, ben là, C'est en c'était complément de ce que vous avez dit. Mais je crois qu'il y a tout une à fait, toile de mais fond qui a gêné. j'acquiesce. Et d'ailleurs, Bernard Kouchner, ministre de la Santé à l'époque que j'ai cité tout à l'heure, il s'est référé au comité d'éthique quand il a dit nous en resterons à la potentialité de personne. Le comité d'éthique a dit l'embryon est une personne humaine potentielle. Oui, Voilà. alors peut-être que ça aide pour écarter le droit des biens, mais n'empêche que personne humaine potentielle, du coup, ça ne tranche quand même pas la question. Ça n'existe pas comme catégorie juridique, personne humaine potentielle. Et en plus de ça, ça induit quand même l'idée qu'il y aurait des êtres humains qui ne sont pas des personnes humaines, puis qui sont que potentiels. Donc à partir du moment où vous avez des êtres humains qui sont dans la potentialité, mais pas encore des personnes, pourquoi ça serait limité à l'embryon à la limite? Voyez? Bon, c'est quand même, enfin, ça, pour moi, ça ne résout pas le problème du statut de l'embryon. Et puis en plus, Mais puisqu'on parle de statut d'embryon, enfin, je suis contente de voir que ça passionne encore les gens parce que malheureusement, le législateur ne veut même plus en parler. Mais l'avantage d'un statut juridique, c'est que justement, l'ambition du droit, et on dit toujours, hein, le oui, droit a mais moins d'ambition que la morale, etc. Ou même justement, l'éthique, en l'occurrence, la règle morale, ce sera pareil pour elle, c'est que la règle de conduite n'a pas besoin d'une certitude. La règle de conduite, elle peut se baser sur des probabilités. Moi, je donne toujours cet exemple à mes étudiants. Vous voyez, imaginez, vous avez un paravent et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, puis vous avez un fusil à la main, puis pour vous amuser, vous tirez dans le paravent. Et puis par mégarde, eh ben, vous tuez quelqu'un qui était derrière. Et est-ce que vous allez pouvoir expliquer au juge, ah non, mais en fait, je ne savais pas, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un, sinon j'aurais jamais tiré. Ben non, mais dans le doute, si vous ne savez pas, vous ne tirez pas, c'est tout. C'est que quand on tire avec un fusil, on fait attention à ce qu'il y a dans le champ de vision. Voilà. Et donc, en fait, la règle de conduite,
Elle n'a pas besoin de savoir ce qu'est exactement un embryon. La seule possibilité qu'il appartienne à la catégorie des personnes, en fait, suffit à exiger à son égard un traitement de personne pour le cas où il en serait une. Parce qu'en fait, on n'a pas la possibilité de prouver l'existence de la personne dans l'embryon. Enfin, cela dit, bonne chance pour prouver la qualité de personne d'un être humain lambda comme vous et moi, hein. C'est vrai que c'est plus facile parce qu'on perçoit par les sens l'humanité de la personne, etc. Mais qu'est-ce qui fonde la dignité humaine, finalement? Ok, c'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à un moment, c'est vrai que l'intuition, tout ça, on a l'intuition de la dignité humaine inscrite dans la conscience humaine, etc. Mais c'est vrai que pour la prouver, bon, c'est pas simple. Et donc, pour l'embryon, finalement, pour le législateur, il n'a même pas besoin de dire si l'embryon est une personne ou pas. À la limite, la règle de conduite pourrait très bien se contenter d'une possibilité. Bon, mais comme en fait, on n'avait pas tellement envie de trancher la question du statut de l'embryon, ben, on a préféré ne pas l'aborder du tout. Oui, mais Même je pense en que ces espèces- C'est bien. déclarations ont une finalité. Cette Pardon? déclaration a au moins une finalité, c'est une finalité de protection. C'est pour protéger. Quand on enseigne la summa divisio, les choses et les biens, on voit tout de suite qu'il y a des choses qui sont particulières. Par exemple, le cadavre a droit au respect. L'animal est un être une chose douée de sensibilité. Tout ça est fait pour que on respecte ce bien qui primitivement n'était qu'un bien. Enfin, moi, Ah, mais être c'est un pour bien, ça que eh je non, donne. mais être un bien ne veut pas dire qu'on ne sera pas respecté. Vous avez tout à fait raison. Mais n'empêche que ça reste la catégorie des biens. Bien Et sûr, voilà, et c'est que c'est des vous avez biens des particuliers. personnes qui sont maltraitées, vous avez des biens qui sont surprotégés, mais in fine, on a quand même à un moment la distinction. Et c'est vrai que le statut de l'animal est un statut à part qui tient compte de la sensibilité de l'animal. Bon, je ne sais pas si ça marche pour les guêpes, mais enfin bon, bref, enfin en tout cas pour l'animal sensible, oui, bien sûr, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, vous avez des conventions internationales sur l'animal, et vous avez même des règles de droit pénal qui protègent les fœtus, Oui, pour pas citer. certaines espèces préservées, etc. Donc, ça fait partie du débat, hein. Sous de nombreux aspects, les fœtus animaux de certaines espèces sont bien, bien plus protégés que les fœtus humains. Oui, ça c'est vrai. Mais n'empêche que ça reste des animaux, quand même, Oui, quand même. oui. Merci bien. Juste pour qu'on puisse passer à autre question, si quelqu'un souhaiterait développer un peu plus l'idée du statut de l'embryon, pas qu'au niveau juridique, il y a sur le site, là où vous avez fait l'inscription, la conférence numéro 18. On a parlé un petit peu de ce sujet, un peu en globalité. Et alors après, il y a deux questions qui ont été posées par message. Je vais les poser en même temps parce que ça peut aller peut-être ensemble. La première, quel avenir pour la notion d'indisponibilité du corps humain et du corps? Et la deuxième, quelle est la portée de l'assimilation de la GPA à la traite des êtres humains par le Parlement européen? C'était la semaine dernière, donc le 23 Alors, avril. d'abord la première, l'indisponibilité du corps humain. Donc, je rappelle que l'indisponibilité du corps humain, c'est un des principes cardinaux de la bioéthique. C'est un principe qui n'est pas énoncé tel quel par la loi, mais que la Cour de cassation a induit de l'ensemble du droit. Parce qu'en fait, vous savez, plus quelque chose est dit dans la loi, enfin, quand un principe figure dans la législation, ce n'est pas du tout un signe qu'il est très fort. C'est l'inverse. C'est qu'on écrit dans la loi, normalement, que ce qui est nécessaire, que ce qui est sujet à litige, pour anticiper les litiges et les éviter, et s'ils surviennent, les trancher. Donc, un principe comme l'indisponibilité du corps humain ne figurait pas dans la loi, mais en fait, il était mis en œuvre par la loi. Et donc, c'est pourquoi la Cour de cassation n'a pas hésité à l'énoncer, mais le fait qu'il ne soit pas énoncé par la loi n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'inverse. C'est que quand un principe est décliné sans le dire par l'ensemble de la législation, sans même qu'on ait éprouvé le besoin de l'affirmer de façon explicite, c'est justement parce qu'il est très fort. Donc, en quoi est-ce qu'il consiste le principe d'indisponibilité? C'est que pour disposer du corps humain, enfin, l'atteinte au corps humain n'est licite que dans deux conditions. Un, avec le consentement de la personne, et deux, pour raison médicale. Et donc, on pourrait se dire,
bah, si on a le consentement de la personne, elle fait ce qu'elle veut. Eh ben non, justement, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Le consentement de la personne est toujours nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et l'exigence du consentement de la personne, c'est ce qu'on appelle le principe de l'inviolabilité du corps humain. On n'a pas le droit de toucher le corps d'autrui sans son consentement. Mais le consentement ne suffit pas, et la loi préserve les gens de consentir ou de demander des actes sur leur corps qui leur seraient préjudiciables. Et ce qu'on appelle l'indisponibilité du corps. Donc on ne peut disponibiliser de son corps, il faut le consentement, que dans les limites prévues par la loi. Et les limites prévues par la loi sont globalement qu'on ne peut pas consentir à un acte grave sur le corps, sauf raison médicale. Donc c'est pour ça que le don d'organes est hyper encadré. Alors moi, on me dit, ah, mais le principe d'indisponibilité, et j'avoue même que quand j'ai commencé ma recherche sur le sujet, je l'ai même moi-même dit, mais après ça, j'ai changé d'avis, après avoir un peu plus travaillé. En fait, j'avais répété au début, et après ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. C'est-à-dire que c'est devenu un peu un lieu commun de dire, vu toutes les exceptions que la loi a accordées à l'indisponibilité, en fait, le principe est devenu peau de chagrin et le principe est réduit à néant. Regardez, on a largement augmenté les possibilités de donner ses cellules, de donner ses organes, de faire ceci ou cela avec son corps. Mais justement, plus on est obligé de prévoir ces dispositions spéciales pour permettre de donner ses cellules, ses organes, et plus ça montre l'existence de l'indisponibilité du corps. Parce que si ce principe n'existait plus, en fait, on n'aurait plus besoin de toutes ces dispositions. Et or, qu'est-ce qu'on peut faire le don d'organes et de cellules, certes, il a été élargi, mais enfin, il est encore extrêmement limité. Et un donneur vivant ne peut pas donner ses organes si cela porte une atteinte trop grave à sa santé ou si ça porte atteinte à sa vie. Moi, si je veux donner mon cœur à mon enfant, je ne peux pas. Pourtant, c'est mon enfant. Très franchement, je préfère que ce soit lui qui vive plutôt que moi. Eh ben non. Donc, on voit bien que le principe de l'indisponibilité du corps humain, il est encore tout à fait d'actualité. Certes, la loi a laissé une plus grande part aux possibilités d'atteindre le corps humain pour plein de raisons, et essentiellement aussi à cause des progrès de la médecine qui permettent de prélever des cellules et même parfois des organes sans faire de mal, sans causer de mal aux personnes, tout simplement. Et puis parce qu'il y a aussi une volonté d'avoir plus de marge de manœuvre sur le corps à laquelle le législateur répond. Mais je pense que le principe d'indisponibilité du corps humain, il est encore bel et bien vivace, et à tel point que l'atteinte volontaire à l'intégrité physique, y compris avec le consentement de l'individu, demeure une infraction pénale. Hein. Je me souviens plus quelle était la question, c'était ça? Est-ce que le principe d'indisponibilité existe encore ou quelle était la question exactement? La question, c'était, je vais vous dire de suite, de nouveau. Quelle est la portée? Non, pardon. Je suis désolé. Pom, pom, pom. Bon, enfin, j'imagine que c'est à peu près ça la question. Et vous voyez, par exemple, si on prend la GPA, Oui, à peu près, voilà, à peu près. eh ben, l'indisponibilité du corps humain, c'est sur ce terrain-là que la Cour de cassation avait déclaré illicite la GPA avant même qu'elle soit condamnée explicitement par la loi, en disant que la gestation pour autrui porte atteinte au principe d'indisponibilité du corps humain et d'indisponibilité de l'état des personnes, à propos de la filiation. Mais indisponibilité du corps humain, c'est à la fois le corps de la femme, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, utilisation du corps de la femme, et si on veut considérer que la femme, là, est libre de disposer de son corps pour le mettre à disposition de demandeurs pour porter un enfant pour leur compte, en tout cas en ce qui concerne le corps de l'enfant, la GPA emporte toujours disposition du corps de l'enfant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'enfant est l'objet d'un acte de disposition, et la disposition, c'est la prérogative du propriétaire. Que ce soit rémunéré ou pas, peu importe. On ne donne ou on ne vend que ce qui nous appartient. Hein. Et par conséquent, bon, voilà, en tout cas en matière de GPA, la portée de l'indisponibilité peut se discuter, comme d'habitude, concernant la femme, mais concernant l'enfant, là, c'est clair qu'on dispose de l'enfant. Et puis la deuxième question, c'était quoi La déjà? deuxième question, c'était quelle est la portée Oui, de la directive l'assimilation de la européenne. GPA? Ouais. Oui. Alors, mardi dernier, bah, donc il y a 10 jours, ça devait être le 23 avril ou quelque chose comme ça, donc le Parlement européen de l'Union européenne a adopté un projet de révision d'une directive européenne qui existait déjà. C'était une directive de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Et cette directive, entre autres choses, donne une liste
de ce qu'elle appelle les cas minimums de traite. Les cas minimums de traite, ce sont les situations que les États membres de l'Union européenne doivent obligatoirement sanctionner comme relevant de la traite humaine. Et donc, la révision de la directive a consisté à compléter cette liste en ajoutant la vente d'organes, le mariage forcé et l'exploitation de la gestation pour autrui. Donc, c'est à mon sens un pas énorme, parce qu'en soi, ce n'est pas vraiment un scoop dans la mesure où tout le droit international en soi condamne la GPA. C'est-à-dire qu'on prend la Déclaration des droits de l'homme avec la dignité humaine, la non-marchandisation, enfin, on prend les déclarations des droits de l'homme, hein, il y en a plusieurs, la non-marchandisation, l'interdiction de tirer profit du corps humain, les droits de l'enfant en matière de filiation, enfin, tout fait obstacle à la GPA. Mais la confusion aujourd'hui est telle qu'en fait, ces textes généraux eh bien, sont impuissants visiblement à enrayer le marché de la GPA. Et donc, le Parlement européen avait déjà à plusieurs reprises adopté des résolutions, mais des résolutions qui étaient non contraignantes et qui avaient fait un lien très clair entre GPA et traite des êtres humains. Et là, le texte est assez ambigu, il faut le dire, hein, c'est le genre de compromis auquel parvient l'Union européenne au prix de mots dont on peine quand même à déterminer la portée exacte, puisque là, il s'agit de l'exploitation de la GPA. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il est possible qu'il y ait des GPA qui ne soient pas une forme d'exploitation? Bon, on verra par la suite quelle est la portée exacte de la directive, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Cette directive n'a pas vocation à régler définitivement le problème de la GPA. Elle donne une liste minimum. Donc, jusqu'à mardi dernier, les mariages forcés ne figuraient pas dans la liste. Et pour autant, personne n'a jamais dit qu'ils étaient validés par l'Union européenne. Donc, ce n'est pas parce que la directive ne vise pas la GPA, quelles que soient ses modalités, quelles que soient ses formes, quel que soit le contexte, comme étant de la traite, qu'elle valide les autres, qu'elle validerait la GPA, qu'elle validerait une forme de GPA qu'elle-même ne définit pas d'ailleurs non plus. Donc voilà, donc c'est incontestablement un énorme pas en avant pour une prise de conscience à l'échelon international, justement du lien qu'il y a entre GPA et donc marchandisation, parce que la traite humaine, qu'est-ce que c'est d'autre que de la marchandisation de l'être humain? C'est exactement ça. Parce que pour la première fois, à ma connaissance, le lien entre GPA et traite humaine est fait explicitement dans un texte juridique international, donc contraignant. Ce ne sont pas des déclarations. Là, c'est un texte obligatoire. Voilà. Après ça, il est vrai que tout n'est pas réglé parce que la portée de ce texte est quand même assez ambiguë, mais enfin, comment dire, quand même, ça pose un cadre, ça met déjà un premier pas. Enfin, ça met déjà la pression quand même sur les législations, puisque il est reconnu que la GPA est susceptible de relever de la traite. Je vous remercie. Je pense qu'on a encore 4 minutes. S'il y a d'autres questions avant de clôturer, levez la main. Sinon, je vais faire quelques petites annonces. Euh, je vois pas. En tout cas, s'il y a d'autres questions à poser, vous pouvez m'envoyer un mail. Je transmettrai après à Madame Mekovic si vous voulez bien. Bon, avant de clôturer, Maître, je vous remercie vraiment de cette belle conférence passionnante avec toutes les idées qui ont été énoncées et bien claires. Un très grand merci aussi de votre disponibilité d'être présente parmi nous ce soir. Bah, écoutez, avec grand La plaisir. Et prochaine, merci à tous les courageux qui sont restés là jusqu'à la fin de la soirée pour réfléchir ensemble. tout à fait, tout à fait. Merci à vous tous qui êtes, voilà, qui étaient présents ce soir également. La prochaine réunion aura lieu le 6 juin. Je vais juste vérifier la date exactement. Le 6 juin, c'est la dernière pour cette saison. Elle sera sur le thème, je vais vous dire le titre exact, Éthique et pratique médicale, le cas de l'anesthésie pédiatrique. On va accueillir parmi nous docteur Jean-Vincent Aubineau, qui est anesthésiste pédiatrique à Nantes. C'est un ami, donc il va faire cette intervention le 6 juin. Vous recevrez automatiquement désormais un mail de rappel. Quand vous êtes inscrit aujourd'hui, donc vous allez recevoir l'email de rappel. Et mettre juste une petite demande par rapport aux chiffres quant au profit économique et financier de la GPA et de la PMA.
Est-ce que vous pourriez m'envoyer les sources? Parce que ça m'intéresserait beaucoup, en fait, Alors oui, tout si à vous avez fait. des sources. Bon, les Après, sources, si oui, vous oui, avez bah oui, oui, Internet. je voulais vous les envoyer. Voilà, c'est très gentil. Et voilà, je vous remercie énormément de votre présence pour ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée et à la prochaine. Si vous voulez réécouter cette séance ou les séances précédentes, elles sont sur la même page où vous êtes inscrit. Donc il y a toutes les séances précédentes depuis 3 ans. Je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir, Père, et au revoir tout le monde.